Samuel a été mon thérapeute pendant une année. Il m'a beaucoup écouté, mais aussi beaucoup challengé. Il a assez vite cerné ma personnalité et mon parcours parce que lui-même est fils de pasteur protestant, donc il connaît bien la potion magique dans laquelle je suis tombé. Et son approche en tant que thérapeute est ce qu'on appelle l'approche systémique. Il aime analyser les environnements. Et dans cette conversation, on parle du rôle du père. Est-ce que il faut absolument tuer le père pour se libérer et devenir soi-même? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on abandonne? Qu'est-ce qu'on met de côté dans ce qui nous a été transmis? Comment faire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et créer son propre chemin? Et on finira aussi par un sujet tabou, qui est le sujet des abus sexuels ou abus de façon générale dans le cadre de la famille, à la fois pour les comprendre, pour s'en libérer si ça a été le cas, et aussi pour les prévenir, comment protéger nos enfants des prédateurs. Bon visionnage. Cette phrase, c'est souvent qu'on entend « Nos parents, ils ont fait de leur mieux ». C'est pas vrai, cette phrase est pas vraie. Ils ont fait comme ça leur convenait. Peser le poids de ce qui t'a été transmis. Si on est les hommes qu'on est, c'est aussi parce que quelque part, on a investi en nous. Pour rendre aussi à nos parents ce qu'il leur est dû. Je me souviens toujours, elle m'a regardé dans les yeux, mais avec beaucoup d'amour. Elle dit « David, je suis pas ton père ». Okay. Un enfant qui a été abandonné, il est construit l'idée que de toute façon, il n'était pas suffisamment aimable pour que le parent y reste auprès de lui. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle en France. Toutes les 3 minutes. Dès lors que l'on a connaissance de ça, on a le devoir d'aller déposer soit une plainte, soit un signalement auprès des services de protection de l'enfance. Dernièrement, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube d'un truc qui m'a énormément surpris. Il y a cette phrase, tu sais, souvent qu'on entend « Nos parents, ils ont fait de leur mieux ». Quand tu commences à te faire accompagner, forcément, ça revient aux parents, aux relations qu'on avait. Et il y a toujours ces petites phrases, bon, ils ont fait de leur mieux, et puis c'est à moi de faire de mon mieux. Ils ont fait comme ils ont pu. Ils ont fait comme ils ont pu. Et là, la thérapeute dit non, c'est pas vrai, cette phrase est pas vraie. Ils ont fait comme ça leur convenait, pas de leur mieux. Et moi, j'aimerais te poser cette question, en particulier sur le rapport au père. Est-ce que on peut se dire, est-ce que cette phrase est juste de dire mon père a fait ce qu'il a pu? Je peux me dire que effectivement, si je dois reprendre l'histoire de mon propre père, je peux dire qu'il a fait moins mal, moins pire que ce que peut-être celui a vécu. Ça ne veut pas dire forcément que ça a été toujours juste et adapté. Ouais. Pour autant, tout n'est pas non plus acheté dans ce que j'ai moi-même reçu aussi de mon propre père. Ouais. Donc tu vois, il y a aussi forcément nos parents font avec les apprentissages qu'ils ont eus et qu'ils ont reçus eux-mêmes de leurs propres parents, parce qu'avant d'avoir été nos parents, ils ont été aussi des enfants. Est-ce que cette phrase, moi je me suis dit, jusqu'à il y a encore quelques semaines, tu vois, j'avais une forme de grâce. Mais en même temps, en me disant, mais en fait, s'il faut, ils ont juste pas eu envie, tu vois, sur certains sujets, ils ont pas eu le courage, ils ont eu la flemme, tu vois. Et, tu sais, c'est comme si ça avait ouvert un nouveau chemin dans ma tête en me disant, en tout cas, j'ai l'impression en grandissant que tu vois autour de toi des gens où on part sur les mêmes bases et puis font des choix et on fait des chemins différents. Et tu dis, il y a une grosse part aussi de responsabilité. Et quand tu commences à voir tes parents, non pas comme l'enfant, mais comme un adulte, et tu les regardes comme des adultes, tu vois leurs choix, tu dis, mais en fait, peut-être qu'ils font pas vraiment du mieux qu'ils peuvent, tu vois. Ouais, je peux être assez d'accord avec le fait qu'ils font peut-être pas du mieux qu'ils peuvent, et en même temps, ils font avec leurs propres croyances, ils font avec leurs propres difficultés, ils font avec leurs propres limites aussi. Tu vois, moi je me dis que quand on est papa et puis que du coup la valeur, tu vois, qui est là inscrite au tréfonds, voire même la croyance qui est là inscrite au tréfonds de moi, c'est que je dois être celui qui subvient aux besoins de ma famille, etc. Inévitablement, mon attention, toutes mes priorités vont être portées plutôt à venir, tu vois, investir au niveau du travail. Donc je vais dépenser énormément de temps, d'énergie au boulot, et c'est peut-être ma façon aussi quelque part d'aimer ma famille, même si c'est pas tout à fait adapté et que je vais moins investir de temps à aller les accompagner au foot, à prendre du temps à jouer avec eux, à être là pour les devoirs le soir, mais c'est que du coup, tu vois, moi je peux regarder, et c'est aussi un fondement théorique, ce qui est pas évident à entendre et à comprendre, c'est que quelque part tout comportement procède aussi d'une intention positive. C'est particulier de
pouvoir le regarder, le dire comme ça quand tu penses évidemment aux situations de violence, de maltraitance, de disqualification, etc. Mais parfois, on peut, avant de juger, si tu veux, l'intention de l'autre, la flemme, pas envie, etc. Ouais, je peux me dire que c'est pas tant qu'il a peut-être pas envie, mais c'est peut-être aussi que ça a été tellement compliqué dans sa relation avec son propre père que du coup, aller se mettre en face de son fils, c'est prendre le risque aussi, parfois, de répéter de la même chose et de lui faire revivre de la même chose. Ouais, j'ai souvent en thérapie des parents, que ce soit hommes ou femmes, hein, qui peuvent me dire, avec tout ce que moi j'ai vécu, je voudrais tellement pas que mon gamin vive la même chose. Ouais. Rien de mieux pour désinvestir parfois la relation. C'est que tu te dis, si je m'investis, je risque de tomber. Exactement. En fait, il y a une peur de devenir violent ou autre, et ça. donc de prendre des grandes distances. C'est ça. Avec, par exemple, mon papa, moi, il a perdu son père, il avait 12 ans. Ah, tu vois, donc toute la période de l'adolescence, je voyais bien que avec moi, si tu veux, il savait pas toujours trop comment faire, quoi. Et c'est pas tant qu'il le voulait pas, c'est juste que je pense qu'il savait pas. Et il y a des parents qui ne savent pas faire. Il y a des papas qui ont du mal à pouvoir, tu vois, être dans une relation, adapter, ajuster. Et alors du coup, quand tu te sens pas très à la hauteur, un peu disqualifié, tu vois, dans l'image que tu as de toi en tant que père, t'y vas pas, tu désinvestis ce lien-là. Donc tu fais comment alors ? Je veux dire, quelqu'un qui est démuni, parce qu'on est souvent, même si quand on a eu des exemples déjà, on est démuni. Ouais. Alors si t'as pas eu des bons exemples ou quoi, tu fais comment ? Alors, avant d'aller sur la solution, tu vois, faut déjà regarder comment ça se construit, tu vois. Comment ça s'est... Toi, tu dirais l'étape 1, pour un père qui se retrouve dans cette situation-là, c'est déjà de creuser comment j'en suis arrivé là. C'est déjà d'essayer de définir et déterminer aussi avec lui, mais c'est quoi le problème ? En quoi c'est vraiment un problème pour toi ? Est-ce que ça en est un ? Est-ce que c'est un problème pour toi ou pour tes enfants ? Est-ce que c'est un problème pour la maman ? C'est un problème pour qui réellement ? Et est-ce que véritablement aussi ça devient ton problème à toi ? Mais tant que ça ne devient pas ton problème à toi, tu ne te poses pas la question. Ouais. Tu n'as pas de raison de changer. Dans l'accompagnement qu'on a eu, quand tu m'as accompagné, tu as sorti un verset que j'ai entendu toute mon enfance et que tu me l'as permis de voir sous un autre angle, et ça fait lien après avec ma première question sur honore ton père et ta mère. Tu disais que le mot honorer, on peut mal le comprendre. Ouais. Et alors, je suis allé te rejoindre aussi parce qu'on a tous les deux les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Donc, ce qui fait que je suis allé aussi dans ce contexte-là te rejoindre en utilisant ce passage-là. Alors c'est intéressant parce que je crois que au-delà de la dimension biblique, il y a aussi toute la dimension aussi du respect que l'on a vis-à-vis des anciens, des aînés. T'as des cultures dans lesquelles, moi j'ai travaillé pendant très longtemps avec des migrants, avec des familles africaines, du Moyen-Orient, etc. Et tu vois bien que la culture de l'aîné, de l'ancien, etc., c'est un respect absolu que l'on connaît beaucoup moins en France, hein, à tel point que du coup les aînés, les anciens pourraient avoir droit de vie ou de mort sur toi, quoi. Donc on conteste pas les anciens, voilà, c'est pas possible. Et en fait effectivement ce passage-là, en tout cas, il est mal traduit parce qu'il est venu comme poser un interdit. Tu vois, un interdit d'aller confronter, un interdit de pouvoir regarder l'impact aussi de ce que nos parents ont fait vis-à-vis de nous et l'impact que ça a eu dans nos vies. Okay, et cet interdit, du coup, il pourrait, tu vois, mettre une espèce de chape de plomb qui fait que il faudrait pas aller regarder ça. Oui, parce et en fait, ce texte... je te coupe, parce qu'en fait, derrière, la croyance, je pense qu'on soit chrétien ou pas, quand on est chrétien, c'est en gros, honore tes parents, même s'ils ont fait de la merde, il y a un peu, ils ont fait du mieux qu'ils peuvent. Et en fait, si tu les honores, même dans ce qu'ils ont fait de mal, en fait, il y a comme une genre de bénédiction derrière. Et je pense que de la même manière, pour un non-croyant, c'est accompagné d'une promesse, effectivement. Voilà, il y a une dimension, en fait, je vais respecter les anciens, parce que sinon, déjà, la communauté, ça va mal se passer pour moi. Puis un jour, ce sera moi, l'ancien aussi. Donc, il y a comme un truc à perdurer aussi. Exactement. Si je brise la chaîne hiérarchique, ça va se retourner contre moi. Mais du coup, il y a aussi, si tu veux, des règles implicites qui s'installent dans les familles, qui font que inconsciemment, très inconsciemment, c'est que c'est pas possible de pouvoir confronter sur l'impact de la relation. Et en fait, ce texte-là, pour répondre à ta question, il dit pas vénérer.
son père et sa mère. Et dans une des traductions, dans l'hébreu, tu as une traduction qui explique aussi, qui amène cette dimension, dans le kabad, ce terme-là, qui amène la dimension aussi de l'évaluation, de sous-peser, peser. Et alors il y a quelqu'un, un auteur, qui parle de ça, qui a tiré un petit peu le texte en disant, mais c'est au fond aussi quelque part peser le poids de ce qui t'a été transmis. Ouais. Et de ce qui a été transmis, qui a été bon, et qui est structurant. Si on est les hommes qu'on est, c'est aussi parce que quelque part on a investi en nous, et parfois de façon très bonne, quoi. Okay. Et puis à des moments il y a eu d'autres choses peut-être qui l'ont été un peu moins. Et donc c'est comment on arrive à sous-peser un peu tout ça pour rendre aussi à nos parents ce qui leur est dû, à la fois l'honneur, mais aussi parfois peut-être ce qui l'a été moins. Et il est tout à fait légitime aussi et ça c'est vraiment tout un chemin qu'on appelle, si j'utilise un jargon un peu technique, mais la différenciation. Ça c'est les travaux d'un auteur qui s'appelle Murray Bowen, un psychiatre américain, qui parle de la différenciation du soi dans la relation. C'est-à-dire qu'il explique, le gars, si tu veux, que la différenciation du soi, c'est une capacité de se positionner dans la relation, je vais un peu paraphraser, c'est une capacité à se positionner dans la relation en étant soi-même tout en tenant compte de l'autre. C'est-à-dire, tu vois... Et c'est un processus. Et c'est un processus. Avec ses parents, j'imagine... C'est un chemin. C'est ça. Sauf que en fait, il explique, cet auteur-là, que la santé mentale d'un individu, elle dépend de son degré de différenciation d'avec sa famille d'origine. Moins je suis différencié avec ma famille d'origine, moins j'ai regardé et j'ai pu, si tu veux, mettre un peu à distance tous ces enjeux de transmission, plus je vais être sensible à la question de la santé mentale et de mon équilibre émotionnel et relationnel. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est que plus j'arrive à me défaire, en gros, de ce qui m'a été transmis, plus je vais être le mot contrôle est peut-être pas bon, mais en mesure de prendre soin de ma santé mentale. Plus du coup je vais arriver à me dégager plutôt. Contrôle je sais pas, mais en tout cas je vais arriver plutôt à me dégager de l'impact de ce que j'ai vécu et qui vient se reproduire dans le présent, tu vois, et dans mes relations avec les autres. Pour ceux qui nous écoutent peut-être qui mesurent pas, mais ce verset là dans le milieu chrétien, c'est l'arme fatale du papa. C'est ça. C'est en gros, c'est le moment où, comme tu dis, c'est comment dire, c'est un bouclier magique, quoi, quand tu sors ça. Et je trouve que c'est extrêmement, mais même je pense que chrétien pas, extrêmement dur de regarder ses parents avec un regard d'adulte. Ouais. Et moi, je pense que la plus grande peur que j'avais, le fait de faire ça, c'était de me dire, en fait, si je les respecte, je le fais même pas pour eux. Je le fais pour moi, papa, pour mes enfants. Eh oui. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression, c'est pas parce que je respecte mes parents et que je vais mettre un couvert, les honorer, que en fait, moi, il y avait comme une forme de formule magique de si je les honore, mes enfants, ils m'honoreront. Alors oui, si je fais que de parler mal d'eux et que je dresse un mauvais portrait, je montre un mauvais exemple. Donc ça a du sens là-dessus. Mais du coup, moi, ça m'empêchait de regarder, j'essayais de voir que le positif. Et là, je trouve dans ce que tu amènes, c'est vraiment une autorisation à regarder en face la situation. Et du coup, ça m'amène à une question. Tu as commencé à y répondre. C'est que souvent, on a soit on n'est pas conscient et en fait on reproduit inconsciemment, soit au contraire, on déteste ce qui nous est arrivé et on veut fuir le plus loin. Mais c'est un peu comme cette image qu'on connaît tous dans le monde du développement personnel ou la psychologie. Quand tu es en voiture, quand il y a je sais pas, des phares qui viennent, tu regardes pas les phares de la voiture en face, tu regardes là où tu veux aller. Donc en fin de compte, tu reproduis inconsciemment le modèle que tu veux fuir. Donc comment on se différencie? Parce que là, tu as dit il faut se différencier, mais ce chemin, il est extrêmement compliqué. Alors, tu vois, je reviens juste un petit peu avant dans ce que tu disais sur l'idée du coup que parce que toi, du coup, tu avais la croyance pendant longtemps que si tu ne confrontais pas tes parents, tu ne nommais pas, tu les honorais, mais versus je dis rien et je ne tiens pas, enfin, il n'est pas possible en tout cas de ne pas être d'accord avec eux, y compris dans ce qu'ils m'ont transmis. Tu installes, et que du coup mes enfants vont aussi faire la même chose avec moi. Et j'ai envie de te dire oui, ça va se passer comme ça. Pourquoi ? Parce que tu vas installer une règle implicite. Cette règle implicite, voire une règle occulte. Une règle occulte, c'est une règle inconsciente qui se joue dans les comportements. C'est la répétition de certains comportements qui fait que mes gamins, ils vont me voir faire
avec mes propres parents. Ils vont me voir relationner avec eux. Ils vont me voir relationner avec ma femme, ils vont me voir relationner aussi avec mes amis et aussi avec mes propres parents. Okay. Ouais. Et donc va s'installer comme ça, en termes de transmission, le fait qu'eux, ils vont intégrer inconsciemment le fait qu'on ne touche pas aux aînés. C'est pas possible de pouvoir aussi confronter, tu vois. Et donc du coup, va se transmettre aussi de génération en génération quelque chose qui va parler d'un interdit. Alors, pour en revenir à ta question, du coup, comment on fait, comment on s'y prend moi, je crois qu'on est en droit de pouvoir aussi tenir compte des conséquences relationnelles. L'engagement relationnel, l'engagement dans une relation, c'est pouvoir tenir compte de qui je suis et dans la relation entre toi et moi, le fait que si jamais je me permets de te parler de telle ou telle façon, ça va avoir un impact pour toi. Okay. Et donc si je suis engagé dans la relation, dégagé d'un peu de culpabilité, tu vas me dire attends Sam, tu m'as parlé de telle ou telle façon, là ça m'a atteint, ça m'a touché. Ouais. Ok, je peux tenir compte de ce qui s'est passé pour toi et prendre ma part de responsabilité. Ok. Et inversement, quand je suis à la place de celui qui est blessé ou qui est abîmé ou qui a peut-être l'impression d'avoir vécu un préjudice, tu vois, je peux aussi tenir compte de l'impact que ça m'a fait pour pouvoir le nommer, quoi, tu vois, et pouvoir aussi le clarifier avec l'autre. Et les personnes qui font le plus les steps, tu vois, les plus importants en thérapie et qui arrivent vraiment à cheminer, ce sont souvent des personnes qui arrivent à les confronter dans leur propre famille. C'est-à-dire d'aller voir leurs parents, particulièrement, un des deux parents, on n'a pas la même relation avec chaque parent, hein, et d'aller lui dire, tu vois bien, quand il s'est passé ça ou ça, quand t'as fait ci, t'as fait ça, etc. Moi, en tout cas, chez moi, ça a construit tu vois, plutôt un sentiment de rejet. Je vois bien que mon pôle de l'estime de soi, il a baissé, il a diminué. Je vois bien aussi que certainement t'as fait comme t'as pu, ouais, parce que en fait, avec la relation que t'as eue avec ta propre mère, ton propre père, je peux comprendre aussi que tu pouvais pas me donner ce que t'as pas reçu, quoi. Là, tu vois, et de pouvoir le nommer, de pouvoir aller le clarifier, ça permet aussi parfois d'aller reposer le paquet là où il s'est construit, tu vois, et de pouvoir aussi s'en dégager. Au risque de briser la relation. Ça, c'est une croyance. Ouais. Si tu le fais en tenant compte de toi et en tenant compte de l'autre, c'est aussi ça l'engagement. Hein. C'est pas juste aller balancer les dossiers, régler ses comptes. C'est pas ce dont je suis en train de parler. Tu vois. Mais c'est vraiment nommer l'impact qu'il y a pu avoir pour toi. En parler en jeu. Ouais. Voilà comment j'ai vécu les choses. Voilà comment je ressens les choses. Ça veut pas dire que c'est la vérité. C'est juste comme ça. Donc comme moi, c'est un travail déjà sur soi et ensuite après comme d'amener à la lumière exactement des choses et de les redonner. C'est ça. Et on peut se raconter l'histoire, oui, ça va briser la relation. Alors parfois oui, mais au fond c'est assez rare. Quand les gens le font, la plupart du temps au contraire, ça vient construire autre chose. Un autre niveau de relation et d'échange, de partage, plus responsable, tu vois. Chacun ayant repris la responsabilité de ce qu'il a vécu et fait, et mis en œuvre. Est-ce que tu pourrais, à force toi d'accompagner des gens, tu vois plein d'histoires, donc déjà de par la formation que tu as eue, et puis après la pratique, donner comme des archétypes, des grandes lignes, en gros, le papa absent, ça génère ça, le papa agressif, violent, le papa culpabilisant, le papa. Est-ce que tu aurais des archétypes comme ça ce que tu peux, si je reste vraiment sur cette thématique de la relation au père, quoi. Ouais. Les amis entrepreneurs autour de moi, c'est le sujet. Je pense dans ma tranche d'âge, 35, 40, j'ai l'impression que jusqu'à tes 30 ans, t'es un peu dans la fleur de l'âge, tu fonces, 30 ans, tu commences à être rattrapé, même physiquement, il y a plein de choses qui fait que il y a un début de descente si tu prends pas soin, et puis tu commences à être rattrapé par des choses de ta jeunesse. Moi, par exemple, un truc tout bête, je me moquais toujours de mon père qui avait du mal à dormir et qui rôdait dans la maison, allumait la télé, mangeait. Je me suis foutu de sa gueule jusqu'à qu'à 30-31 ans, je me mette à faire pareil. Mais c'était presque comme si c'était programmé. Donc j'ai l'impression à partir de 30 ans, puis là tu commences un travail un peu, et là autour de moi c'est du 35-45, entrepreneur. Genre, le sujet du père, il revient.
Puis je pense qu'il y a aussi là, à un moment, les enfants grandissent. Donc, au début, c'est un petit, tu vois, t'as pas trop. Là, 8, 9, 10, 11, l'adolescence vient. Là, il y a de la confrontation. Et là, le rôle du père, il prend toute sa place. Et du coup, là, il y a des vraies questions. C'est pour ça que je charcute plus sur le sujet du père. Parce que je pense que dans le cas de notre podcast, ça vient à la fois quel est mon rôle de père et aussi, me détacher, comme tu dis, différencier du rôle du papa. Donc, c'est pour ça que je te pose cette question avec différents modèles. Parce que moi je vais te poser des questions un peu par rapport au modèle que moi j'ai eu, mais je trouverais ça intéressant pour ceux qui nous écoutent de se dire ah ok, en fait j'ai ce comportement, j'avais pas fait le lien avec un comportement de mon père. Ouais. Alors c'est clair que dans les exemples que tu donnes, on se trouve quand même régulièrement effectivement des pères qui ont été absents ou qui ont eu du mal à s'engager dans la relation avec les enfants et qui ont tellement parfois été pris dans la relation dans un conflit conjugal qui fait qu'ils ont désinvesti le lien tu vois dans la relation de parents-enfants. Donc ça tu trouves ça quand même assez régulièrement et puis tu retrouves aussi des papas malheureusement parfois agressifs, violents, durs, que ce soit verbalement ou physiquement, et qui du coup a construit aussi chez l'enfant et les adultes aussi, parce qu'on se balade tous avec un petit enfant intérieur qui est encore là en nous, quelque part de la légitimité destructive, c'est-à-dire que c'est venu un peu vider le pot quoi. Donc tu retrouves un peu ces modèles-là. Tu peux retrouver aussi des modèles de relations parentales quelles qu'elles soient, où les enfants ont été pris aussi dans les enjeux de la relation avec l'autre parent. Ah oui. Et que ce soit utilisés dans le conflit, qui ont été complètement utilisés dans le conflit et qui se sont retrouvés dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Ah oui. Tiraillés un peu entre les deux, que les deux parents étaient présents ou qu'il y a eu séparation. Voilà. Et qui se retrouvent un peu comme entre deux élastiques, qui fait que si tu t'attaches trop d'un côté, tu risques de perdre l'affection de l'autre parent. Et si tu t'attaches trop du côté de l'autre parent, tu risques de... Voilà. Et plus il y a de l'intensité dans le conflit au niveau du couple, plus le gamin il va vivre ça quoi. Et est-ce que on peut dire, là on cite des archétypes, des modèles, est-ce que toute personne qui a eu un père absent va avoir ce type de comportement, ou au contraire, avec un même père absent, t'as plein de comportements différents Alors, si je reviens au premier exemple qu'on donnait, c'est-à-dire plutôt un papa qui désinvestit le lien, qui part, qui quitte la maison, qui est pas très présent, etc. Ce que je remarque quand même la plupart du temps, c'est que ça construit, tu vois, un attachement. Alors si je rejoins la théorie de l'attachement, des attachements insécures. Ok, l'attachement insécure, ça veut dire que globalement, les personnes à l'âge adulte et même enfants, adolescents, jeunes adultes vont avoir du mal à s'attacher et vont toujours avoir la trouille d'être abandonnés par l'autre. Plus ils vont s'investir dans une relation, plus ils vont avoir peur, si tu veux, d'être abandonnés. Okay. Un enfant qui a été abandonné, soit à la naissance, soit plus tard, il construit l'idée que de toute façon, il n'était pas suffisamment aimable pour son propre parent. Il n'était pas, il n'était pas suffisant pour que le parent il reste auprès de lui. Donc ça construit une croyance qui fait qu'à tout moment, à nouveau, je peux être abandonné. Donc plus je vais m'approcher des autres, plus ils vont s'approcher de moi, plus il va y avoir de l'intensité relationnelle, plus je vais vivre le risque à nouveau d'être abandonné. D'accord. Donc ça va créer beaucoup d'insécurité à l'intérieur et des comportements bizarres. Okay. Genre, je vais mettre une paire de lunettes et je vais venir vérifier à quel moment tu vas pas m'aimer, à quel moment je vais pas être apprécié par toi. Ok, je peux très bien vivre ça aussi en entreprise, dans une équipe avec mon manager, okay, qui est une figure aussi quelque part parentale, inconsciemment. Donc tu vois, je peux très bien revivre ça. Et donc c'est des personnes qui parfois, à tel point que avant de souffrir, ils vont mettre en place une rupture. C'est presque, ils créent même les conditions de... Exactement. Qui fait que de toute façon, tu ne vérifies qu'une chose, c'est que tu ne peux être que rejeté. Oui, c'est ça. En fait, tu confirmes, tu confirmes en fait ta peur. C'est ça. Exactement. Et dans le couple, ça va avoir forcément aussi une incidence forte, parce que la peur renforce le contrôle, et plus tu es dans le contrôle, plus à un moment donné, il y a un manque de liberté qui va commencer à s'installer et qui va devenir insupportable pour l'un des deux conjoints, quoi. Et notamment celui qui est pris là-dedans. Et tu fais comment quand tu es le manager ou le mari, et que tu commences à détecter ça ?
Ça va nécessiter de beaucoup métacommuniquer et puis certainement d'être accompagné aussi. C'est quoi métacommuniquer? Métacommuniquer, c'est parler de ce qui se passe dans la relation. Métacommuniquer, ça veut dire, ouais, t'as raison, des fois j'utilise des mots un peu bizarres. C'est communiquer sur la communication. Je vois bien que quand je suis en train de te dire ça, tu pourrais avoir peur que je t'abandonne. Ah, ok. C'est ça, tu nommes les choses. Tu nommes ce que tu ressens et ce que tu as l'impression de vivre. C'est comme ça que tu le vis? Oui, ok. Où est-ce que tu as appris ça? Ah ben oui, c'est vrai que moi, dans mon histoire à moi, etc. Ok. Tu vois, si dans le cas du travail, je peux comprendre que tu ressentes ça, ça me permet de te rejoindre, ce que tu me dis. Par contre, tu vois, je vais essayer d'en tenir compte, mais en même temps, je vais pas pouvoir en tenir compte tout le temps. Donc il va falloir aussi que tu traites ça, toi, au bon endroit, parce qu'il y a quelque chose de personnel qui vient se réinviter dans la relation au travail, et qui peut-être n'a pas grand-chose à faire là. En tout cas, qui pourrait nous empêcher d'être totalement libres. Parce que si moi, j'ai peur que tu te sentes abandonné, et toi, tu as peur que je t'abandonne, comment on fait tous les deux, là? Et c'est ça, métacommuniquer. En tout cas, ça demande énormément de sagesse. Déjà, du culot pour dire à son employé, là, j'ai l'impression que tu me prends pour ton père. Bon, après, tu le dis pas comme ça. J'irai pas comme ça. J'irai pas comme ça. Là, c'est de la questionologie, là. Là, c'est de dire, mais tu ressens quoi, là? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un comportement... Ouais, c'est d'aller interroger la relation, sortir du contenu de ce qu'on a à faire, des éléments techniques, etc. Et juste interroger, faire une petite, tu vois, un petit arrêt sur image, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu vois, tu pourrais me reprocher des choses, mais en fait, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et le fait de pouvoir métacommuniquer comme ça permet aussi de clarifier la relation et de la faire évoluer. Parce que parfois, on vient utiliser le contenu, c'est-à-dire ce qu'on a à faire ensemble, le boulot, pour essayer de traiter de la relation. Mais ça marche pas. C'est-à-dire, vas-y, développe, parce que... Si je dois te donner des exemples, moi, dans mon parcours, tu le sais, mais j'ai été aussi chef de service et cadre et directeur dans des structures du social et du médico-social. Là, si tu veux, je me suis rendu compte souvent, à cette place-là, que j'avais en face de moi des personnes qui attendaient de moi que je les valide. Que je vienne, tu sais, quelque part, qui avaient tellement besoin de reconnaissance que dans la relation avec moi, ils venaient chercher cette reconnaissance-là en permanence. Donc ils étaient un peu, tu sais, un peu comme le syndrome du bon élève. Qui a toujours besoin de se mettre en avant, etc. Quitte parfois à oublier qu'il y a les autres à côté. Ouais, bon. Ce qui, moi, pour moi, est un petit peu insupportable aussi par moment. Tu vois, ça pouvait m'arriver de temps en temps, lors d'un entretien annuel, lors d'un temps... informel, tu vois, je pourrais avoir l'impression des fois que quand tu fais ça en réunion ou que tu t'y prends de cette façon-là, du coup que quelque part tu attends de moi que je vienne te reconnaître, que je vienne reconnaître quelque chose chez toi. T'en penses quoi? Alors, hop, ça donne lieu, tu vois, à un échange, etc. Et ça permet aussi de se parler de la relation, tu vois. Et peut-être de clarifier si, tu vois, j'arrive à faire émerger aussi chez l'autre quelque chose, de dire, ouais, mais tu vois, dans le cadre du travail, je pense que le niveau de reconnaissance que je vais pouvoir t'accorder, il va être vite limité. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue, mais qui parle pas que du travail. Et ça, va falloir peut-être que tu le traites au bon endroit. C'est marrant, parce que moi, je l'ai ressenti beaucoup de fois. Et moi, en fait, je tombe direct dans le piège, parce que du coup, je dis, je donne pas assez de reconnaissance. Et ça me met une putain de culpabilité. Parce que je vois la personne qui se donne comme un malade et tout, puis je suis là, mais putain, mais c'est... comment faire, quoi? Moi, c'est un poids que je mets, et j'avoue, je saurais pas comment réagir. Donc là, tu me donnes une clé, c'est profiter. Après, il faut réussir à... Moi, je remarque le plus dur dans le management, c'est... Il se passe toujours des choses. C'est... de se dire, est-ce que je réagis là maintenant parce qu'en fait c'est encore chaud, mais en même temps ça demande de tout mettre sur pause dans sa vie d'entrepreneur ou dans son quotidien, soit de bien le noter et dire ok, on en reparlera lors du point, mais c'est peut-être entre temps il s'est passé plein d'autres choses et c'est plus le mood. Tu vois ça, le nombre de fois je me dis ok, je reparlerai, et puis après le mood il change complètement, et puis en fait c'est comme si je sors un vieux dossier. Dans mon expérience, tu vois, mais c'est que la mienne, hein, c'est pas une vérité absolue. Je vois bien qu'à chaque fois que j'ai fait ça, c'est-à-dire que j'ai laissé traîner en me disant je vais le reprendre plus tard, c'est tombé, tu vois, l'intensité a baissé, et c'était plus le moment de le reprendre après. Ouais. Et plus j'ai eu traité les choses, tu vois, même des fois en 5 minutes, quoi, à la sortie d'une réunion, d'un temps de travail, etc. Tiens, je vois bien qu'il s'est passé ça, j'ai besoin de vérifier quelque chose avec toi, tu vois, et on s'en parle là, et plus à un moment donné, ça m'a permis aussi de faire évoluer la nature de la relation, tu vois. Parce que du coup, si je reviens à la question père-fils,
père-enfant aussi. Tu peux avoir des professionnels, des collaborateurs qui attendent de toi que tu viennes les adouber, que tu viennes les réconforter, que tu viennes les consoler et que tu viennes aussi les gratifier. Et ce qui fait aussi que pour toi, si tu prends cette culpabilité dont tu parles, tu peux te retrouver dans une espèce de boucle relationnelle qui fait que tu peux plus rien leur dire. Parce que si tu leur dis quelque chose, ils vont se sentir disqualifiés. Ouais. Ah oui, mais je suis pas ton père. Bah oui. Tu vois, moi, dernièrement, j'étais dans une situation comme ça. Alors, c'était pas un salarié, hein, mais c'était une personne que je connais depuis longtemps. Et en gros, c'est exactement la réponse que je voulais lui faire. Bon, le truc, c'est un peu vrillé. Mais je me suis souvenu, moi, à, je sais pas, peut-être 24, 25, non, un peu plus. Est-ce que j'ai déjà les enfants? Peut-être pas encore. Peut-être 24 ans, 25 ans. Eric Sellerier, c'est mon mentor depuis que je suis tout jeune. Et il m'avait invité, moi et 2 autres entrepreneurs, à passer, je crois que c'était 10 jours aux États-Unis avec lui, ou une semaine. Et génial, il nous fait rencontrer plein d'entrepreneurs, le paradis. Et il se passe un moment où on est avec plein d'autres entrepreneurs, ils nous emmènent dans un endroit avec vraiment le networking parfait, mais c'est que des darons. Nous, on a 23, 24 ans, c'est des mecs de 40, 45 et bien plus, tu vois. Et tout le monde rigole et tout ça. Et puis, Eric, il fait une petite blague que moi, j'interprète comme méprisante. Vis-à-vis de nous, les petits jeunes, tu vois. Et là, en fait, je me souviens dans mon regard, je parle dans ma barbe aux 2 autres, où je me fous de sa gueule, tu vois. Je dis, Thaïs la raconte ou un truc comme ça, tu vois. Je vois qu'Eric a entendu, et personne d'autre a entendu parce que c'était en français. La journée continue. On retourne à la maison, puis Eric dit, je peux te parler et tout. Il me dit, ouais, c'est passé quoi là? Et je lui dis, ouais, je suis vraiment désolé. Là, j'ai eu un comportement nul, tu vois. En fait, je sais pas, c'est venu me chercher. Tu te foutais de notre gueule et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu et ça m'a énervé. Et je lui dis un truc comme ça, genre, j'ai eu une réminiscence avec mon père, tu vois. Et je me souviens toujours, il m'a regardé dans les yeux, mais avec beaucoup d'amour. Il a dit, David, je suis pas ton père. Et il est parti. Je me souviens très bien. Il n'y a pas eu de discussion après ça, mais vraiment, il y a tellement d'amour. Il est parti. Mais la discussion s'arrêtait là. Et je me souviens, cette phrase, sur le moment, c'était comme un coup de poing, tu vois. Ouais. C'était genre... déjà, pourquoi il me dit ça? Et en même temps, ouais, il a tellement raison. Et je me sentais honteux, tu vois, un peu. Et en même temps, il n'y avait pas de... genre, t'arrêtes ça tout de suite ou quoi. Non, c'était juste une vérité, tu vois. C'est ce qu'on appelle les phénomènes projectifs. Tu vois, dans ce que tu dis là, tout peut se dire avec amour. Tout peut se dire quand dans ce que je dis et la façon dont je le dis, je prends en compte l'autre dans la relation. Et donc c'est là, tu vois, où on peut grandir aussi les uns et les autres. Après, lui, il a eu énormément de maturité à ce moment-là, parce que il aurait pu se dire, putain, ce petit jeune, je l'emmène aux États-Unis, je lui offre une semaine de ma vie, et là, il se fout de ma gueule. Tu vois, genre, là, il aurait pu vriller. Il aurait pu me dire, non, mais tu m'as pris pour ton père. Tu vois, alors que là, il y avait beaucoup d'amour. Donc déjà, lui, en termes de maturité, une belle claque, tu vois. Je sais pas si j'en suis encore là. Moi, j'aurais plutôt envie de dire, je suis pas ton père, ouais. Tu sais. Et tu vois bien comment en fait, quand on se sent disqualifié soi-même, c'est-à-dire que là, tu as pris son message comme étant un peu du mépris, quoi, tu vois, pour les petits jeunes qui étaient là, etc. Comment toi-même, après, derrière, tu disqualifies aussi. En fait, souvent, on disqualifie l'autre quand on se sent soi-même disqualifié. Et ça, c'est souvent un mécanisme, en tout cas, que moi je constate régulièrement partout où je vais, quand j'interviens dans des équipes aussi, dans des équipes de professionnels, y compris des équipes de cadres. Tu vois bien aussi comment, par moment, il y a certaines personnes qui sont en situation de direction et qui sont tellement insécurisées, qui sont tout le temps en train d'essayer de vérifier dans le regard de leurs collaborateurs à quel moment ils vont être au bon niveau ou pas au bon niveau. Ouais. C'est hyper difficile. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup à cette dimension, je pense pour tout le monde, mais quand on est dans des postes de responsabilité, que le travail intérieur est clé pour être juste, quoi, dans ce qu'on dit. Mais c'est un énorme défi. Un leader insécure produira de l'insécurité dans son équipe. Et l'insécurité de l'équipe va renforcer la sienne. Et alors, ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup, la dimension d'insécurité.
comment tu la définis? Parce que c'est insécurité, enfin, tu vois. Là, si je reprends cet exemple-là, si tu veux, moi je vois bien, quand j'ai démarré aussi, à 27 ans, j'étais chef de service, tu vois, 27 ans, d'une équipe de 7-8 personnes, tu vois. Mais je voyais que j'allais au boulot, j'allais aux réunions avec la trouille au ventre. J'avais la trouille d'être à nouveau, tu vois, pas à la hauteur dans le regard de mes collègues, quoi. J'avais la trouille de pas être suffisamment compétent. J'avais peur. Donc la peur venait renforcer des comportements chez moi de contrôle, de maîtrise, de tenter d'essayer des fois d'aller sur des sujets que je ne maîtrisais pas véritablement, etc. Et en fait, j'ai réussi à dépasser ça au bout d'un an en allant m'intéresser à ce qu'ils font, en allant m'asseoir avec eux, assister à certains entretiens et vraiment m'intéresser à eux, m'intéresser à la pratique concrètement. Et là, j'ai commencé à gagner de la légitimité avec eux. Ok. Et l'insécurité a baissé. Et l'insécurité, le niveau d'insécurité a baissé. De temps en temps, ils venaient se réinviter, ok. Mais comme le lien et la relation, elle était établie, on pouvait le rattraper. D'accord. Tu vois ? Mais du coup, là, c'était pas un travail sur toi que tu as fait. Là, c'était plutôt technique de management. Je m'intéresse pour gagner en confiance. Exactement. Ce serait quoi si tu devais... Là, on a un entrepreneur qui se dit, est-ce que je suis insécure ou pas ? Ce serait quoi les signes d'un leader insécure? Mais si s'auto-diagnostique, ce serait quoi? Regarde la quantité de conflits que tu as dans ton équipe, et y compris entre eux, y compris avec toi. Regarde comment tu arrives à gérer les désaccords. Dans quoi ça te met? Qu'est-ce que tu ressens quand tu as une équipe en face de toi qui n'est pas d'accord? Et comment des fois tu peux devoir être amené à trancher et être très mal à devoir trancher, à pas savoir comment faire. Tu vois, regarde comment tu traites les relations aussi, c'est-à-dire est-ce que tu préfères être plus à l'aise à être dans du one-one ou à prendre ton équipe avec toi et à les amener à travailler à ce qui se passe entre eux. Et là, en gros, si t'es que en one-one, c'est qu'il y a une forme d'insécurité vis-à-vis du groupe. Et manager en one-one, c'est pas la même chose que manager en collectif. Les deux sont utiles. L'un va avec l'autre, l'un va pas sans l'autre. On est ok. Mais quand tu manages que en one-one, ça va créer forcément des enjeux de triangulation dans les équipes, qui fait qu'il y a des risques de division. Bon, là, on a fait. Donc, tu vois, c'est vraiment l'insécurité. On a fait une dégression, mais non, c'était lié parce qu'en fait, on est parti du père absent qui crée de l'insécurité dans les relations, et après on a fait le parallèle dans le monde de l'entreprise, parce qu'en fait c'est un énorme lien. Moi, j'ai eu un père très présent, mais je pense que cette dimension d'insécurité, elle est quand même là. Tu vois, c'est un truc que je travaille avec le temps, que j'ai appris. Moi, je pense pas aller au boulot avec une boule au ventre, mais cette dimension tranchée, c'est-à-dire de dire non, en fait, c'est là. Moi, en fait, je suis plus focus sur les relations et le bien-être des équipes que sur l'objectif de l'entreprise. Donc, ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais si je prenais une décision, de toute façon, je passe mon temps à prendre des décisions, mais en fait, il y a toujours la moitié qui est pas d'accord, tu vois. Ça fait partie. Plus l'équipe grandit, plus c'est très dur d'avoir un consensus. Donc, ça demande d'être bien dans ses baskets. Et d'autant plus quand c'est une entreprise où les gens s'entendent bien, il y a une bonne ambiance, on mange ensemble, il y a une partage de vie. En fait, toute décision que tu prends qui frustre, ça vient péter l'ambiance cool. Donc c'est extrêmement compliqué, je trouve. Et je pense qu'on est une génération, en tout cas moi je le vois dans les entrepreneurs autour de moi, alors je sais pas si je ferai une généralité, mais en tout cas de ce que je vois, qui avons envie de kiffer au travail. On n'a pas envie d'aller... En fait, le travail, c'est un lieu d'expression. C'est pas juste un lieu pour faire chauffer marmite et gagner du pognon. Donc, en fait, on veut que ça se passe bien. Donc, confronter, dire non, c'est ça, c'est forcément mettre mal à l'aise. Mais en même temps, si tu veux, alors il y a toute une
un arrière-plan, si tu veux, là en ce moment dans cette nouvelle génération aussi de cadres, de managers, etc., qui ont, moi ce que je peux rappeler, alors c'est ma façon de le dire, l'illusion de la co-construction permanente, et tu vois, et de la relation symétrique, c'est-à-dire des relations d'égal à égal. Mais sauf que en fait, ce qui renforce de l'insécurité, c'est quand justement tu as des cadres ou des dirigeants qui ont du mal à trancher, qui sont en fait en train de laisser le pouvoir en réalité de décision. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça immobilise. Ça permet pas de prendre des grandes décisions. Ça permet pas de faire avancer un peu. Et il est clair que l'intérêt du collectif, l'intérêt de l'entreprise, la finalité, qu'est-ce qu'on fait là ensemble, tu vois, elle va devoir primer parfois sur les intérêts individuels. Ouais. Alors c'est à quel moment on arrive à ajuster, et ça, moi, il n'y a pas de recette magique, mais on arrive à ajuster entre l'intérêt des gens qu'on a avec nous et dont on a envie de prendre soin, et c'est complètement correct qu'ils se sentent bien au travail. Okay. Que ce soit au moins un lieu d'épanouissement et pas un lieu de souffrance. C'est un truc, souffrir au travail, ça peut être un non-sens, mais il n'empêche que ça arrive malheureusement trop souvent. Et du coup, c'est quoi l'équilibre, tu vois, entre la finalité, et il faut qu'on arrive à survivre, il faut qu'on fasse évoluer les règles du jeu de l'entreprise pour lui permettre d'aller vers ce qu'elle a à faire, quoi. Et donc aussi continuer à avoir une existence et une vie économique, etc. Et comment aussi on équilibre avec le prendre soin des gens. Et je crois que c'est vraiment en fait c'est un travail d'ajustement permanent. Et c'est un truc qui est à mettre au boulot avec les équipes, parce que là ils ont un mot à dire là-dessus. Sauf que du coup la finalité, enfin le boulot d'un cadre, c'est aussi de dire ah oui, mais il faut qu'on aille par là, parce que du coup il y a aussi on est là ensemble pour ça. Donc se rappeler pourquoi on est là. Et alors si là un entrepreneur se sent concerné par cette dimension d'insécurité, là, tu as donné des techniques un peu dans le sens d'aller voir ses équipes, mais là, c'était plutôt dans la sécurité des compétences. Ouais. Mais si c'est plutôt de l'insécurité en termes de j'ose pas trancher, est-ce que ça va créer des frustrations et tout ça, c'est un peu une forme de... Moi, le mot que je mettrais, c'est une forme de manque de courage. Comment tu travailles ça? Ce serait quoi les étapes, là, un entrepreneur, il se dit, putain, mais ouais, c'est ce que j'ai besoin de travailler là-dessus. Ce serait quoi? C'est quoi? Il prend rendez-vous avec un thérapeute ou il y a des manières de travailler ça? Je pense qu'effectivement, ça prend... en tout cas, ce que tu peux pas demander aux gens avec qui tu travailles, c'est de t'occuper de tes insécurités. Je pense que ça, c'est ta responsabilité. Donc c'est aussi, ça va être important d'être accompagné par un coach ou quelqu'un ou un thérapeute qui va pouvoir t'aider à regarder de quoi parlent ces insécurités, la peur d'être disqualifié, d'où ça vient, où est-ce que ça s'est construit, est-ce qu'il vient se réinviter, tu vois au boulot, quoi. Donc ça, oui, et ça tu peux pas demander aux personnes avec qui tu bosses de t'occuper de ça. Par contre, si tu l'identifies, c'est déjà une première étape, quoi. C'est déjà à le repérer. Et après aller demander de l'aide, et je crois que c'est une compétence pour moi de pouvoir, quelle que soit la fonction que tu as dans une organisation, de pouvoir demander de l'aide et de reconnaître tes limites. C'est une compétence. Il y a même deux. Il y a reconnaître ses limites et creuser, et après il y a évoluer. Ouais. Dernièrement, je discutais avec un ami entrepreneur qui me partageait, à chaque fois on parle de RH, management avec lui, et il faisait... partager un peu son évolution, où il disait avant, je veux recruter des gens qui sont conscients de leurs limites, qui savent bien parler d'eux-mêmes, ça montre qu'ils ont fait un travail sur eux. Mais il dit mais non, c'est pas suffisant, parce que tu as plein de gens qui savent très bien parler d'eux-mêmes, mais du coup qui se complaisent là-dedans. Donc en fait l'enjeu elle est double, quelqu'un qui est capable de mettre des mots sur ce qu'il ressent et de progresser, et d'être capable d'avoir l'humilité pour changer. C'est l'équilibre entre ce qui se passe pour toi et aussi comment tu tiens suffisamment compte de l'autre, et comment tu arrives aussi à ajuster entre les deux, quoi. Parce que si on est juste en train de se regarder le nombril, effectivement ça va avoir ses limites. Là où je voulais revenir sur un truc, tu vois, sur ce qu'on disait aussi sur la relation père au père, je sais pas toi, mais parfois moi j'entends beaucoup de gens dire, ça a pu être mon cas aussi, que quelque part il faut pouvoir exister dans les yeux du père.
Et peut-être c'est un peu plus, je crois que c'est la relation maternelle, elle est beaucoup plus physique, émotionnelle. La relation avec le père, elle est beaucoup plus psychologique. Et ça se joue vraiment beaucoup plus dans une dimension de transmission. Vas-y mon fils, t'es capable, tu peux. Je t'ai donné ce que j'avais à te donner, maintenant à toi de faire. Vas-y, tu vois, dans quelque chose aussi qui se donne et qui se transmet comme ça dans la relation. Et il y a beaucoup d'hommes, et pas que, qui courent après une reconnaissance qui parfois n'est jamais arrivée, n'est jamais venue. Que la personne ait été présente ou pas, que le père ait été présent ou pas. Et qui sont aussi dans un mode de fonctionnement surresponsable. Donc, c'est-à-dire qu'ils investissent leur job aussi de cadre et de manager en mode je suis là pour faire le bonheur de mes salariés, parfois à leur place. Et qui s'y épuisent. Et qui vont vite se rendre compte que de toute façon ça fonctionnera pas. Et qui sont en fait mobilisés par un truc, c'est le don. On donne. Tu vois. Voilà. Par contre, on reçoit pas. Très peu. On prend peu de temps pour recevoir pour soi. Donc il y a une balance du coup qui se déséquilibre et que je retrouve beaucoup chez beaucoup de personnes qui sont en situation de responsabilité. C'est de se retrouver dans cette espèce de dynamique où les valeurs sont mobilisées sur je donne à fond. Et comme je ne reçois pas à la mesure de ce que j'ai l'impression de donner, parfois au bout d'un moment ça peut me mettre en crise. Ça je peux le vivre dans ma famille, je peux le vivre avec mes enfants, dans mon couple, je peux le vivre aussi au boulot. Je n'arrive pas à faire le lien avec le comment dire, le regard du père, parce que les exemples que j'ai de copains qui cherchent l'approbation du père, c'est plutôt des mecs qui ont des gros bourrins du boulot, c'est-à-dire qu'ils veulent faire des exploits, faire des millions, gagner des prix. Du coup, ils veulent impressionner le père, mais pas trop. En tout cas, dans les profils qui le verbalisent, c'était peu des gens qui étaient dans le don. Les gens qui sont dans le don, ça va être des personnes qui ont pu se retrouver enfants à être responsabilisés trop tôt, trop vite. Qui ont pu être parents de leurs parents, parents de leurs frères et sœurs. Dans les comportements, dans les attitudes, ce qu'ils ont pu faire, tu vois. Et qui ont appris que la valeur, pour exister dans une famille, il faut donner. Tu vois, donc ça va être des personnes, des managers qui vont investir le lien en tout cas la responsabilité en mode surresponsable. C'est-à-dire que je me responsabilise de tout. Est-ce que c'est ce qu'on appelle, là si on devait faire le parallèle dans le monde de l'entreprise, le leadership paternaliste, ou c'est encore autre chose? Non, je ne mettrai pas là-dessus. Le leadership paternaliste, c'est le leadership à l'ancienne, où tu manies le bâton et la carotte. Donc c'est pas ça. Là c'est mes petits, venez avec moi, je vais prendre soin de vous, vous inquiétez pas, je serai là pour vous aider. Donc tu as un truc où tu te mets très en avant et où on installe une relation où vous allez avoir besoin de moi parce que je suis là pour vraiment vous soutenir, etc. Et puis si vous bossez bien cette année, vous aurez la prime de fin d'année. Tu vois, une espèce de truc comme ça. Puis par contre, quand ça va pas aller, ils vont se faire sabrer, quoi. Donc ça va être un peu, c'est ça le leadership plutôt paternaliste. Mais le leadership surresponsable, c'est ça, surresponsable. C'est plutôt un leadership qui va se mettre en fait à être responsable, à se sentir responsable de tout. Et là, lui, est-ce qu'il est insécure ou c'est encore autre chose? Oui, il y a aussi là aussi de l'insécurité. Et l'insécurité qui est animée, tu vois, mobilisée par la peur de ne plus être à sa place, la peur d'être inutile. La peur de ne pas pouvoir faire le bonheur de sauver l'autre. Comment t'expliques que tu en vois de plus en plus? Est-ce que c'est quelque chose de sociétal? Est-ce que c'est un courant Je pense que, en tout cas, ce que je pourrais dire, c'est que on ne vient pas au métier à responsabilité par hasard. Vas-y, développe là. La plupart du temps, quand j'ai des cadres, y compris en formation, je vois bien, et quand je leur parle de ça, je vois bien que ça leur parle quand même pas mal, cette dimension de... je te dis, à un moment donné, on a tous été plus ou moins... on a pu être en tout cas des enfants parentifiés, c'est-à-dire qui ont occupé cette place-là. J'ai soutenu mon petit frère ou ma petite sœur parce que
il était malade ou que maman n'était pas disponible. J'ai eu un parent malade avec des addictions, etc., qui a fait que j'ai dû ferrailler et bosser fort pour essayer de faire en sorte de me faire oublier et d'aider mes parents. J'ai pu, famille monoparentale, du coup, tu vois, mettre mes besoins de côté pour essayer de faire en sorte que maman s'en sorte, etc., etc. Okay. Et donc j'ai appris ça. Et parfois j'ai pas été reconnu pour ça non plus, pour ce que j'ai donné. Et là, du coup, ça m'amène à avoir appris la responsabilité. Je sais faire avec ça. D'accord. Et donc ça vient à moi, naturellement. Et j'y vais aussi. Et ça permet de prolonger quelque chose que j'ai appris parfois dans ma famille d'origine. Donc peut-être presque on va dire quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un qui a été blessé ou qui a vécu quelque chose de dysfonctionnel. Je sais pas s'il a été blessé, en tout cas je pourrais me dire qu'il a appris quelque part à faire avec les responsabilités et peut-être très tôt. C'est comme ça, il y a des moments où tu es dans des familles, c'est comme ça. Je veux dire, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Là où ça devient une mauvaise chose, c'est quand l'enfant n'est pas reconnu pour ce qu'il donne. T'allais dire, à un moment ? Toi, t'as connu ça ? J'allais dire que j'ai connu ça avec des familles de migrants où ils viennent pour les enfants et les enfants réussissent très bien à l'école. Un truc de fou. Ils investissent l'école de manière assez impressionnante. En 6 mois, ils apprennent la langue, etc. C'est impressionnant. Et ils se mettent à traduire pour les parents. Ils se mettent, si tu veux, à bosser fort pour les parents. D'accord. Et il y a quelque chose, tu vois, ok, vous êtes sacrifié pour venir dans ce pays et vous avez beaucoup donné et nous, on vous doit ça. Et donc, du coup, ils surinvestissent aussi la responsabilité et ils se mettent à bosser fort. Tu as ça aussi comme dans des familles où il y a du handicap. Tu as un des frères ou des sœurs de la fratrie qui est porteur d'un handicap physique ou psychique. Et alors, du coup, tout le monde s'adapte autour. Tu as un parent malade. Tu as un parent avec une addiction, etc. Et donc, ce qui fait que va s'activer dans la famille des comportements où, là où il y a de la déficience, il va y avoir une compensation. Et là où il va y avoir du manque, il va y avoir des personnes qui vont se mettre à compenser le manque. C'est dingue comme notre enfance, notre parcours et parfois même nos blessures, des situations, des drames génèrent du bon comme du mauvais. Dernièrement, j'ai lu un bouquin. Je sais pas si tu l'as lu celui-là, sur avoir le courage de ne pas être aimé. Ça te dit quelque chose ou pas ? Un genre de best-seller assez récent, des dernières années, d'abord au Japon, et puis qui est venu. Je te fais le pitch. En gros, c'est un roman. Pas un roman, mais c'est une discussion entre un jeune et un sage. Ouais. Ça se lit en 1 heure, c'est très rapide. Mais c'est presque une retranscription d'une vraie discussion d'un philosophe japonais et d'un journaliste qui allait le voir. Et ce philosophe japonais, il a analysé la vie de Adler. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je crois qu'il y a eu Jung, Freud et Adler. Jung et Freud, c'était très sur l'analyse de son enfance et essayer de comprendre. Et Adler, lui, c'était pas du tout ça. En fait, la question c'est, ok, t'as eu un père alcoolique. Et maintenant que tu dis que, je sais pas, du coup, t'es devenu violent à cause de ça. Mais ça, c'est l'histoire que tu te racontes. Ouais. En fait, ça t'arrange bien, en fait, de dire que tu avais un père alcoolique. C'est une construction. Voilà, tu t'es construit, mais tu aurais pu très bien réussir et faire des millions et dire ça, c'est parce que j'ai un père alcoolique. Donc, quelle est l'histoire que tu te racontes ? Et en fait, le début du bouquin est assez marrant, où donc tu as ce jeune qui va voir le sage et qui dit ouais, j'ai un copain, il sort plus de chez lui. Il a eu des problèmes familiaux, mais il bouge plus de chez lui. Et le sage lui dit mais en quoi ça l'arrange de plus bouger de chez lui ? Du coup, le jeune est choqué. Comment vous pouvez dire ça, c'est pareil ? Mais non, il souffre. Mais il souffre vraiment. Ouais. Et en fait, ce bouquin, je crois que c'est la première fois que je lis un truc de psychologie où j'ai l'impression de prendre une grosse claque. C'est comme si c'était complètement à contre-courant. C'est hyper responsabilisant. Et je me rends compte que je pense qu'il y a des saisons dans quand on fait une thérapie, quand on s'analyse, il y a un peu mettre des mots, de comprendre, avoir un regard sur ce qui s'est passé, et puis il y a un moment de dire qu'est-ce que j'en fais. C'est ça. Ça, c'est un point important, tu vois, David, dans ce que tu dis, c'est que comprendre n'amène pas le changement. Toute la théorie du changement, si tu veux, explique ce qui va amener véritablement à changer, c'est quand je vais vivre une nouvelle expérience qui va me donner à regarder et à vivre, y compris corporellement, le bénéfice que j'en ai, plutôt que de rester dans la situation d'avant. Si je reste dans la situation
d'avant, c'est ce qu'explique ce bouquin, ce que tu décris assez bien. C'est que j'y en ai quelque part un intérêt implicite. Ouais. J'en ai un intérêt secondaire. Même si, humainement, comme ça, on pourrait se dire, mais attends, il a aucun intérêt à rester dans sa dépression. Bah ouais. Eh oui, mais quand tu es dans la dépression, l'intérêt secondaire, c'est que les autres portent pour toi. Et plus tu as des gens autour de toi qui portent pour toi, moins tu as besoin de te bouger pour essayer d'en sortir et d'aller demander de l'aide. Ouais. L'addiction, c'est pareil. Avant d'être un problème, c'est une solution. Ouais. Une mauvaise solution. Et souvent, ce qui se joue dans l'addiction, c'est que tu as des codépendants autour. Et les codépendants, ils font tout pour essayer d'aider le dépendant à tenir, sans le faire exprès. Ok. Donc, moi, j'ai eu une personne, il y a quelques temps, qui me disait, le jour où ma femme m'a dit 50 balais que du coup elle me quittait, du coup j'ai versé mon dernier verre de whisky dans l'évier, j'ai plus bu. Ça a été terminé. Alors, c'est extrêmement rare. C'est rare ce genre de situation. Et c'est pour bien, si tu veux t'amener à regarder aussi, comment parfois, c'est aussi la relation avec l'autre qui aide juste. Donc, si on est pris dans une situation, même si elle est inconfortable, il y a un intérêt secondaire, un bénéfice secondaire parfois à y rester. C'est paradoxal. Après, il a plus bu. Après ça. Non. Mais c'est parce que tu penses qu'il s'est dit, allez, je me remets en chasse. Donc il va falloir que je sois de nouveau sur le marché. Est-ce qu'il s'est dit, en fait, à cause de ça, j'ai perdu la femme que j'aime. C'est quoi l'énergie ? C'est l'énergie, si tu veux, qui est que quand tu vis du coup une relation qui fait souffrir, du coup tu as besoin d'aller recourir à la boisson pour voilà. Elle est plus là, cette relation. Du coup il y a moins besoin en tout cas. Et donc du coup il y avait quelque chose qui, dans cette situation particulière, qui est pas c'est pas la même chose dans chaque situation d'addiction, mais c'est juste pour, tu vois, illustrer cette dimension là. Moi, ce bouquin, je pense, ça a été il a commencé il a contribué, c'est un ensemble, le fait que j'arrête de fumer, mais l'histoire que je me racontais, c'est trop de pression, tu vois, trop de pression, c'est dur, je porte trop, et ça m'arrange bien de fumer, parce qu'en fait c'est en tout cas là, dans comment je le racontais, c'était un peu, ça m'arrangeait parce que c'est la faute des autres. Si je fumais, c'était la faute des autres, en fait, parce que j'étais tout le temps là pour les autres, pour l'entreprise. Je fais le meilleur pour tout le monde, en fait. C'est un peu comme tu dis, ce patron qui est tout le temps là et qui presque a envie de culpabiliser les autres, de se donner trop. Et la manière de le montrer, c'est que regardez, je me pète la santé à cause de vous. Et du coup, ce bouquin, il m'a vraiment mis une claque en me disant, mais en fait, ça t'arrange bien, en fait. Ça t'arrange bien, et en fait, raconte une autre histoire. Et ce que tu dis, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, mais ce que tu dis là aussi sur le ressort, tu sais, cette espèce de ressort de la culpabilité. On a deux façons de gérer la culpabilité, du point de vue relationnel. Soit on se la retourne contre soi, on s'accuse, on est nul, on n'est pas à la hauteur, etc., etc., on se mortifie, on se flagelle, et on peut avoir des comportements autopunitifs. Je pourrais me demander, tiens, comment aussi, quand je me sens pas à la hauteur, tu vois, je vais en rajouter avec une clope, avec un truc, tu vois, qui peut être aussi un comportement autopunitif, quoi. Soit on la rejette contre les autres. C'est le deuxième mouvement. C'est-à-dire que c'est tellement insupportable, quoi de mieux pour se dégager de la culpabilité que de dire que c'est les autres le problème, mais pas moi. Et ce que tu dis là dans ce bouquin, et dans ce que j'en entends, moi, c'est comment aussi, en fait, on arrive à gagner de la liberté en regardant sa responsabilité. Mais comment on fait pour passer de l'un à l'autre ? C'est quoi le momentum pour passer de la culpabilité à la responsabilité ? Et ça, c'est une vraie question, tu vois, dans laquelle on est tous pris à un moment donné ou à un autre, quoi. Le sujet de la culpabilité, quand j'ai commencé à chercher sur Internet, alors peut-être j'avais pas les bons mots, mais j'ai l'impression que c'est un sujet peu abordé. Tu vois, même je cherchais des livres, il y avait la culpabilité au sens j'ai tué le chien du voisin, je me sens coupable, tu vois, ou j'ai commis un truc, mais il n'y avait pas beaucoup, j'arrivais pas à trouver de la littérature, même des vidéos sur comment je gère cette culpabilité. Et dernièrement, ça m'a fait rire, parce que Hélène, elle a une de ses séries télé préférées, c'est Fais pas ci, fais pas ça. Je sais pas si t'as déjà regardé. Et du coup, là, sur Disney, ils l'ont mis. Du coup, Hélène a dit, ça me ferait plaisir qu'on regarde ensemble. On va commencer à regarder ensemble. Et c'est à mourir de rire. Mais en gros, c'est marrant parce que dans les deux familles, donc t'as la famille de Kato bien tradie à l'ancienne, et la famille de Bobo
vraiment un peu cliché. Ouais, cliché. Gauche-droite, quoi, t'es un peu. Mais dans les deux familles, la culpabilité, elle est omniprésente. Et donc, forcément, tous les traits sont accentués. C'est une série. Mais en gros, c'est tout le temps de la culpabilité. C'est mais putain, viens avec un 8, tu bosses pas, mais dans quel état tu mets, et en fait c'est constamment le gamin il est là, je sais pas, il a fini le paquet de céréales, mais putain, et en fait c'est constamment. Et moi en fait je me suis vachement revu dans mon enfance. Je pense que pourquoi ça a autant marché, c'est qu'on s'est revu là-dedans. Exactement. Et du coup on se revoit en fait. C'est même si aujourd'hui je pense que en gros avec l'éducation bienveillante et tout on est amené à réfléchir, mais c'est tellement constamment t'as envie de dire à l'enfant regarde ce que tu fais, ton cri voilà ce qu'il m'envoie, quoi tu veux pas aller te coucher, putain mais tu m'empêches de dormir en fait. Et je voyais ça, je me disais putain mais c'est, je sais pas si c'est culturel. Tu le décris, je crois aussi que c'est notre héritage un peu judéo-chrétien sur cette dimension-là. Et c'est ce que tu décris extrêmement bien, c'est-à-dire que la culpabilité, c'est faire, et ce qu'il y a de plus dysfonctionnel dans une relation, c'est faire porter à l'autre la responsabilité de ce que tu ressens. Ouais. Si je vais pas bien, c'est de ta faute, ok. Et puis si je vais bien, ça peut être grâce à toi. Parce qu'il y a les deux mouvements. Ouais. Ok, mais attends, je suis pas responsable de ce que tu ressens. Et c'est extrêmement dur. Et par contre, je suis responsable de ce que je dis et de comment je le dis. Et ça rejoint le point qu'on a évoqué tout à l'heure de la différenciation, dont parle Murray Bowen. Être suffisamment différencié, c'est que quand je te dis quelque chose qui fait résonance chez toi comme de la culpabilité, si évidemment je t'ai pas renvoyé le message, ok, non mais tu vois, si tu disais pas ça, je souffrirais pas autant, David. Tu vois, voilà, si t'avais pas fait ça avec moi, je serais pas mal. Non, ça c'est ma responsabilité d'être, mon ressenti m'appartient. Ok. Et du coup, bah là tu arrives aussi, c'est comme tu vois deux espèces de bulles là qui viennent se rencontrer, qui viennent se mélanger. Et tu vois, se différencier, c'est pouvoir se parler de ce que chacun ressent, de ce que chacun y vit, mais qui lui appartient. Et tu commences à sortir les deux bulles, hop, et puis petit à petit les étirer et regarder ce qui se passe au milieu. Ouais. Mais comment tu fais parce que, en fait, cette série, à la fois, elle m'a fait du bien, et en même temps, elle m'a frappé, elle m'a replongé dans mon éducation. Je pense qu'on est, pour beaucoup, c'est ça. En fait, quand tout est sujet de culpabilité. Ouais. La famille de bourgeois, là, en gros, il se passe une merde à la maison, elle appelle son mari. Lui, il est à la maison, je suis en réunion avec les Allemands et tout, sur un gros contrat. Il dit, ouais, je voulais te dire que clac, elle raccroche. Ça fait du bien un peu de culpabiliser l'autre. Tu sais, c'est genre, moi, je me suis pris un coup et je porte ça tout seul. Et en fait, quand tu baignes tout le temps, parce qu'en fait, moi, quand je voyais cette série, je me disais, en fait, c'est la vie normale, je pense, allez, j'en sais rien. En tout cas, si ça a autant marché, c'est qu'en fait, c'est beaucoup, tu vois. Mais quand tu as baigné dans autant de culpabilité, comment tu sors ? Une des questions régulières qui revient souvent et que je peux poser souvent aux personnes qui soit s'accusent eux-mêmes, soit surtout renvoient la culpabilité sur les autres. À un moment donné, quand je suis suffisamment affilié avec eux, quand il y a suffisamment de confiance dans la relation, ça va être... c'est ok, tu te plains là que tous les autres te rejettent, etc., que du coup tu es victime de plein de choses, etc., donc c'est les autres le problème, etc. Ok, comment tu fais pour t'être retrouvé dans cette situation ? Comment tu t'y es pris ? Sans t'en rendre compte peut-être, mais comment tu t'y es pris ? Et donc cette question-là vous renvoie à la question de la responsabilité. C'est pas juste venir chercher tu vois, ta culpabilité, c'est juste venir regarder ta part active. Ta part active dans la relation. Et regarder la part active de chacun, ça permet de sortir de la culpabilité. C'est-à-dire de pouvoir regarder comment se co-construit une relation. On est toujours deux dans une relation, 3, 4, etc. Et un des pièges de la mentalité dans laquelle on est dans cette société, A égale B. Problème, donc il y a forcément un fautif. Et si tu regardes du point de vue médiatique, on est tout le temps dans cette dynamique-là, de recherche d'une pensée linéaire. Okay ? Et quand tu viens regarder les co-responsabilités, comment chacun participe parfois à l'émergence d'un problème, d'un conflit, d'une tension, etc., bah, du coup, tu peux commencer à sortir un peu plus de la culpabilité. Ok.
Tu vois, moi, je te donne un exemple perso. Quand j'ai faisais ma formation de thérapeute, j'intervenais en stage dans un cabinet d'un formateur thérapeute, et lui il était derrière un circuit vidéo pendant que moi je bossais avec un couple, et il intervenait toutes les 5 minutes, il m'appelait, etc. Ça me mettait en stress, j'avais l'impression d'être nul, de pas être à la hauteur. Je me suis demandé ce que je faisais là, en rentrant en voiture j'ai dit mais c'est bon, moi j'ai 40 balais, qu'est-ce que je fous là, enfin, tu vois, je suis passé par toutes ces pensées là, quoi. Et je me suis senti très, très, très disqualifié, très clairement. Et puis en reprenant ça avec un autre collègue, notre formateur, il me dit ok, tu te sens comment? Je me sens vraiment pas à la hauteur, quoi. J'ai l'impression que j'ai fait de la daube, quoi. C'était naze ce que j'ai fait. Et il me dit ok, mais ce que peut-être tu pourrais regarder aussi, c'est comment l'autre aussi s'y est pris pour aussi que tu te retrouves dans cette situation là, parce que du coup tu peux t'auto-accuser à fond, mais regarde aussi qu'il y a une co-responsabilité. Et ce formateur, en faisant comme il a fait, certainement il avait ses bonnes raisons à lui, tu vois, mais il n'empêche qu'il t'a mis aussi dans l'inconfort, sans venir vérifier ton confort à toi aussi, et l'équilibre relationnel, tu vois. Et quand il m'a aidé à regarder ça, je me suis dit, ah oui, ok, je suis pas tout nul tout seul, quoi, tu vois. Donc à la fois, quand t'es tout le temps en train de dire que c'est les autres le problème, et la petite question, comment t'as fait pour te retrouver dans cette situation-là, comment tu t'y es pris, ok, ça vient convoquer ta responsabilité. Et puis quand tu t'accuses à fond et que c'est que toi le problème, bah oui, mais regarde aussi les co-responsabilités. Moi, je pense d'avoir été beaucoup en tout cas, je me suis interdit de regarder aux erreurs des autres, parce que j'avais cette phrase de John Maxwell, justement, là on a le bouquin là, sur Everything Rise and Fall with Leadership, sous-entendu, en gros, le leader, c'est tout le temps de sa faute. Donc, en fait, si ça merde, c'est qu'il n'a pas été un bon leader. Et là où j'ai commencé à enlever un peu le poids, c'est quand j'ai compris que, en fait, oui, je peux faire mon max, mais les gens, ils ont la responsabilité. S'ils sont pas... Il y a des moments, en fait, je peux pas prendre les décisions à leur place, et je fais ce qui me semble être bon à ce moment-là, mais s'ils n'ont pas envie de respecter le cadre ou quoi, c'est leur problème. C'est ça. Tu vois, c'est cette façon de penser la responsabilité du dirigeant, du patron, ou du cadre, quel qu'il soit, c'est soit si ça marche, c'est grâce à lui, si ça marche pas, c'est à cause de lui. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est hyper réducteur. Parce que c'est pareil, si ça marche, tu peux pas en tirer tout non plus la gloire et les bénéfices. Parce qu'il y a eu derrière aussi tout un tas de personnes qui t'ont permis aussi que ça marche. En fait, on va plutôt dire, si ça marche, c'est le travail de l'équipe. En tout cas, dans la pensée dans laquelle moi j'ai été enseigné, c'est si ça marche, il faut célébrer, c'est un travail d'équipe. Par contre, si ça plante, c'est le leader, parce qu'il a pas été, parce qu'il faut pas que t'accuses, faut pas que tu pointes du doigt, voilà. Donc tu es un leader, tu fais grandir les gens, donc tu prends ta part de responsabilité. Et là, tu rejoins exactement ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que là, quand tu penses les choses comme ça, t'es un leader surresponsable. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est épuisant. Oui. Épuisant. Moi, je pourrais me dire que c'est c'est pas le seul, mais c'est un des ingrédients de la recette du burn-out et de l'épuisement professionnel. Cette dimension de la surresponsabilité et de la culpabilité. Oui, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne chose, c'est que ça faisait pas progresser les gens. Ouais. Et ça a été le déclic, je pense, c'est mon côté où les relations sont importantes, c'est que de créer des relations paternalistes, parfois avec les gens, et en fait qui sont pas saines. Et que là, aujourd'hui, ça fait des années que je travaille sur moi, et je fais évoluer ma manière d'être un chef, mais aujourd'hui, j'ai remarqué que ces 2 dernières années, quand j'ai commencé à dire ça va pas, en fait, c'est comme si d'un coup le regard, c'est genre comment ça, genre limite ça sort d'où en fait. David, il a toujours été dans l'encouragement, prise de responsabilité de son côté, faire évoluer et tout ça, et là d'un coup où j'ai un non, tu vois, où j'ai un non, ça va pas, mais en fait, mais quel salaud, tu vois. Et moi, ça m'a renvoyé encore, ça m'a confirmé en mode, quand je confronte, quand je suis là, en fait, j'ai des merdes à gérer. Mais en même temps, ça fait partie c'est ma faute à moi, parce que j'aurais dû dès le début responsabiliser. Et quel bénéfice on a, si tu veux, à ne rien dire, et si tu veux, sur le long terme, est-ce qu'on a plus à gagner, en fait, sur le long terme, à ne rien dire, qu'à un moment donné confronter et tenter d'amener des clarifications qui vont permettre que chacun se retrouve à sa place, tu vois, pour gagner sur le long terme. Ouais. Moi, je pense que, en effet, l'image que j'utilise souvent, c'est l'image du professeur qui rate sa rentrée.
Si au début, il est très cool et qu'en milieu d'année, d'un coup, il se met à choper un gamin comme ça, il ouvre la porte, il le met dehors, il prend l'éponge, il jette dans la tête d'un gamin, s'il en peut plus, toute la classe, mais il est fou furieux. Mais ça fait 6 mois qu'en fait, ça danse, ça jette des trucs et tout. Puis tout le monde d'un coup se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a pété un câble. Bah, c'est juste qu'en fait, il a raté sa rentrée. Alors, le prof qui gueule la première semaine, qui dit ça va pas se passer comme ça, et puis qui d'un coup qui commence à faire sa première blague au bout d'une semaine, finalement, on l'aime bien. Je pense qu'il y a beaucoup de ça en termes de manager. Ce qui est pas évident, c'est quand tu évolues avec des gens qui te connaissent depuis longtemps. Oui. Et ça demande, pour reprendre ton terme, de la métacommunication. Ouais. C'est de dire, là, ça change. Ouais. Il y a des choses qui changent. Et voilà. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est le défi, tu sais, de beaucoup de boîtes, d'entreprises, d'organisations qui évoluent, qui grossissent, qui fusionnent, ou alors tu as une disparition aussi d'un service, d'une équipe, etc. Parce que tu es obligé aussi, à un moment donné, de t'ajuster, quoi, de t'adapter au marché, etc. Et c'est là où, en fait, il y a du temps et de l'énergie à passer, souvent, à redéfinir les règles du jeu. C'est-à-dire qu'on ne peut plus fonctionner comme avant, puisque du coup, l'entreprise a grossi, et dès lors que tu fais arriver de nouvelles personnes, et qu'il y en a certaines qui s'en vont, c'est une crise. C'est-à-dire une crise, c'est juste un changement de place. Mais si tu prends pas le temps de pouvoir redéfinir ça, tu as de forts risques, si tu veux, ou alors tu veux fonctionner comme avec une entreprise à 20, enfin à 100, comme tu fonctionnais quand tu étais à une entreprise à 20. C'est juste plus possible. Donc il y a forcément des règles du jeu à faire évoluer. Et ça nécessite de dépenser de l'énergie à faire ça pour pouvoir remettre de l'huile dans les rouages ensuite. Oui, et puis en effet, tu as l'entreprise qui évolue et puis tu as le dirigeant qui aussi évolue. Un dirigeant sans enfants, c'est pas la même chose que quand il y a des enfants. Ils managent pas du tout pareil. Moi, quand j'avais pas les gamins, tu bosses et en fin de journée, ça se décontracte, t'as toutes les infos de ce qui se passe dans la journée, les débriefs, mais ça c'est autour d'une bière. Quand t'as les gamins, non. En fait, du coup, il faut être plus, c'était moins fun, ils vont boire des bières sans toi. Donc d'un coup, le rôle il change. Enfin, il y a plein d'étapes. Il y a, je sais peu qui c'est qui parle de ça, je retrouve plus le nom d'un auteur qui parle justement de tous les espaces interstitiels. C'est-à-dire de comment tu investis aussi, et certainement que ça demande aussi que tu redéfinisses comment tu vas investir tous les espaces interstitiels de management, les temps de pause, le matin le café, le déjeuner, tout un tas de moments où tu peux plus aller boire la bière le soir, etc., qui fait que tu vas établir là un autre niveau relationnel qui est d'être tout le temps en position haute. Et tu vas mettre un peu plus de symétrie dans la relation. Et on a besoin, quand tu es cadre, tu as besoin de développer et d'investir ces espaces-là interstitiels. Des cadres qui n'investissent jamais de relations, ces espaces-là, en tout cas avec leurs salariés, ça peut marcher, mais ça va être très froid, ça va être très... tu vois, surtout aujourd'hui, dans ce qui est attendu des jeunes générations où ils veulent s'épanouir, mais même le rôle du manager aujourd'hui, il est hyper compliqué. Ah oui. Moi, je pense qu'être manager à l'époque, je sais pas, il y a peut-être 30 ans, 20-30 ans, n'a rien à voir avec aujourd'hui. Il y a un site que j'aime bien regarder, il s'appelle Welcome to the Jungle. Ils font beaucoup d'articles sur le monde de l'entreprise. Et à chaque fois, c'est sûr, il fait pas bon être manager aujourd'hui, parce que les attentes sont énormes. C'est entre le coach... mais en même temps, il faut être bienveillant, mais en même temps dire les choses, et puis tu sais le parallèle que je pourrais faire quand je t'entends dire ça, avec les générations de nouveaux parents, qui ont une trentaine d'années, et qui veulent tellement pas reproduire ce qu'ils ont vécu, plutôt une génération où les taux de divorce ont aussi flambé, quand eux ils étaient gamins, et qui se mettent une pression de fou sur la parentalité. Il faut tout expliquer à l'enfant, il faut absolument tout faire pour l'aider à exprimer ses émotions, et tout pendant que tu fais ça, et de manière parfois très juste, à un moment donné, tu lui laisses énormément de place. Et plus un enfant, tu lui laisses la place, plus il va la prendre. Okay. Et du coup, tu vois, il faudrait que tu sois son pote, puis à la fois son parent, et que tu sois aussi son diététicien, et puis que tu sois aussi son psy parfois, etc. etc. Mais tu peux pas, t'es juste son parent. Et il a juste besoin d'avoir en face de lui un maman, un papa qui font équipe,
qui arrivent à gérer leur désaccord sans que ce soit un problème. Et il a besoin aussi d'avoir des adultes en face qui sont capables aussi de parfois ne pas être aimés par leur enfant. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure. Ouais, le meilleur conseil que j'ai eu sur la parentalité, elle vient de la femme de Denis Terrien que j'ai interviewé dans le podcast, Elisabeth Terrien, qui a 4 enfants. Et moi, c'était une période où on venait d'avoir les jumeaux. Du coup, dès que je rencontrais quelqu'un avec de l'avant, je posais des questions. Et eux font partie des familles qui nous ont le plus inspirés. Et je me demandais, mais comment vous avez fait des conseils ou quoi. Et elle, sa phrase a été mais d'une simplicité. Il dit, tu sais, parfois, il faut juste faire confiance à son bon sens. Et elle m'avait rien dit de plus, tu vois. Et j'aimais bien cette phrase. Je me la rappelle souvent. Il y a des moments où je suis perdu, où je vois les gars devenir des ados, je comprends rien à ce qui est en train de se jouer, des émotions. Et là, d'un coup, il y a toutes les vidéos YouTube de parentalité que j'ai qui traversent dans ma tête, tu sais, les bouquins et tout. Je dis putain, mais alors là, qu'est-ce qui est en train de se jouer et tout. Puis d'un coup, cette phrase, elle émerge de l'océan de leçons de culpabilité et elle fait bon sens. Ouais. Je dis mais c'est quoi le bon sens? Et souvent je me dis bon, c'est qu'une période, c'est juste là maintenant, il y a peut-être de la fatigue, il y a peut-être juste bon sens paysan, quoi. Je veux dire. Et tu sais ce que j'aime dans cette phrase-là? Ouais. C'est qu'en fait, sans le faire exprès, cette personne-là te redonne la responsabilité de développer et de retrouver tes propres ressources, tes propres compétences. Les meilleures solutions, ce seront celles qui viendront de la famille. Il y a un auteur qui s'appelle Guy Oslos qui dit que les familles ne se posent des problèmes que pour lesquels elles ont en elles les ressources pour pouvoir les régler. Alors c'est vraiment un paradigme, hein, c'est vraiment un parti pris, tu vois. Mais c'est juste énorme. C'est l'auteur qui a écrit La compétence des familles. Okay. Et en fait, quand elle te dit ça, elle te redonne quelque part dans ton bon sens, en te disant ça, ce message-là, et te dit mais t'as les clés, mon gars. Vas-y, tu sais faire. Mais peut-être des fois que tu sais pas que tu sais faire. Oui, et puis parfois, en fait, on a envie de trouver la solution maintenant, alors qu'en fait, il y a un processus qui est en train d'enclencher. Moi, je le vois avec mes garçons depuis cet été. Là, ils ont 12 ans. Les émotions, elles ont juste explosé, tu vois, comme ça. Je me suis dit, c'est l'adolescence et j'ai été perturbé pendant 2 mois. Mais ensuite, je me suis dit, mais je vais apprendre. Ça va, je vais y arriver en fait, tout simplement. Et ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'avais pas mesuré à quel point, en fait, quand je suis dans ces situations un peu perdues et que cette phrase elle revient, je me réinterroge. En fait, c'est que au lieu de penser au contenu, au bouquin ou quoi d'un tel, je me dis, ok, qu'est-ce que moi je dois faire? Parce que c'est super les bouquins, les 10 clés pour être un super parent, etc. C'est ok. Sauf que du coup, peut-être que ça te correspond pas à toi. Peut-être que c'est pas toi. Oui, puis là, maintenant, la situation de l'enfant, tu sais, le nombre de fois où, en fait, je me fais un souci, je vois, tu sais, une super journée, je vois Roman ou Adelin qui pète un câble. Et là, je suis, mais putain, mais qu'est-ce qui est l'adolescence? Là, je me retiens, j'ai qu'une envie, c'est là de les taper, mais je dis, et tout. Et là, je les vois, il est, je sais pas, 18h, et ils tombent et ils dorment. Je dis, en fait, il est juste claqué. J'avais pas fait attention. Dans un état, il dort, et le lendemain, il se réveille, il est comme une fleur, et tout va bien. Tu sais qu'à cet âge-là, juste petite parenthèse, sur la puberté, ils se prennent une décharge de testostérone toutes les 20 minutes. Ah oui, d'accord. Donc ils font des pics comme ça. Ah ouais, c'est ça. Il y a tel processus de mutation et de changement physiologique qui fait que ils sont dans des états émotionnels. De fou, ouais. Ouais, et du coup, c'est le moment où moi, je vois, c'est un défi aussi pour moi de faire preuve de patience, émotionnellement, de grandir. Ah oui, en fait, c'est moi qui dois grandir plus que eux. Ils ont pas le choix, ça se fait. Ouais. Moi, j'ai le choix de dire est-ce que je vais grandir ou pas, quoi. J'aimerais finir par un sujet un peu moins drôle, mais on en a déjà parlé à plusieurs reprises de ce sujet, et c'est un sujet qu'on entend peu. Sur le sujet des abus, de façon générale, situation d'abus, mais aussi les abus sexuels. Et l'idée de cette séquence, l'idée d'en parler avec toi, c'est à la fois de la prévention, parce qu'en tant que parent, on a une énorme responsabilité sur ce sujet-là,
de protéger nos enfants. Et en même temps, si quelqu'un a traversé ça, savoir un peu comment s'y prendre. Alors juste avant, c'est étonnant, c'est un sujet en fait qui est omniprésent mais aveugle, quoi. C'est genre de truc, c'est comme l'éléphant dans la pièce, tu vois, si tu connais cette expression. J'ai regardé j'ai demandé à ChatGPT de me sortir des stats, donc j'espère qu'elles sont bonnes, mais et de me donner les sources. C'est unicef.fr. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle en France. Toutes les 3 minutes. C'est-à-dire que là, dans le temps de notre interview, il y a peut-être une vingtaine d'enfants qui ont été abusés. En France, on dit qu'il y a à peu près 160 000 enfants qui subissent des violences sexuelles. Ça, c'est enfance.gouv.fr. L'âge des victimes, près de 40% des violences sexuelles sont avant 18 ans et ont lieu avant l'âge de 11 ans. Les violences sexuelles ont fréquemment lieu dans le cadre familial. En 2018, plus de 5700 filles et plus de 1500 garçons ont été victimes de violences sexuelles intrafamiliales. En gros, énorme. Pour commencer, comment on peut prévenir, protéger ses enfants de ça ? Je voudrais juste démarrer, tu vois, David, par rapport à ce que tu dis là, en précisant une chose, c'est que toute atteinte à l'intégrité physique d'un enfant, mais aussi psychique, morale, notamment dans le domaine de la sexualité, mais pas que, est considérée aussi comme un crime et comme un délit, mais bien plus qu'un délit, un crime, et répréhensible par la loi. Okay. Donc on a juste peut-être se rappeler que c'est juste la base et que on a le devoir en tant qu'adulte qui est en contact avec ces situations-là d'alerter, d'aller du coup alerter les numéros verts qui existent aussi. Et je pense que vous avez toutes les informations sur internet utiles par rapport à ça, d'aller voir des associations ou alors d'aller aussi déposer soit une plainte soit un signalement auprès des services de protection de l'enfance, que l'on soit de près ou de loin, dès lors que l'on a connaissance de ça. Ok, voilà, ça c'est vraiment un point important. Comment prévenir ? Alors c'est un sujet vaste. L'abus et l'abus sexuel, c'est une histoire, une problématique qui est vieille comme le monde, qui remonte à très longtemps. Je pense que depuis que le monde est monde. Et est-ce qu'un jour on pourrait sortir de ça, ou en fait ce sera toujours là, c'est comme un virus mais qu'on peut pas éradiquer? J'ai assez peur que telle que l'humanité est foutue, qu'on ait du mal à éradiquer totalement ça, notamment quand tu vois par exemple que aujourd'hui encore, en 2025, 24-25, le viol est toujours un crime, une arme de guerre utilisée encore aujourd'hui. Ouais. C'est des pays un peu sous-développés. Il y a ce côté un peu barbare, comme on peut le dire. Et pourtant, est-ce qu'aujourd'hui, en France, le taux il a baissé avec le temps? Est-ce que ça baisse quand tu éduques, tu enseignes et tout ça, ou au contraire ça reste Tu saurais dire ça? Non, je ne saurais pas dire précisément, en tout cas, est-ce que le taux baisse en tout cas, ce que je sais que ces statistiques sont toujours aussi présentes. Heureusement, je crois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus médiatiquement, notamment autour de tous les mouvements féministes aussi, qui se sont aussi pas mal développés, mais sur les droits et la voix de l'enfant, il y a aussi beaucoup d'alertes maintenant sur ce sujet-là. On en parle de plus en plus médiatiquement, politiquement. Certains politiques se sont emparés du sujet, et c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Tu te rappelles tabou. Je sais pas si tu te rappelles aussi de cette fameuse émission dans les années, je sais plus, 70-80, où c'est en fait un écrivain, une femme écrivain québécoise qui arrive sur un plateau télé où Maznef, le fameux Maznef, du coup cet écrivain-là commence à plus ou moins justifier de la question de la sexualité d'un adulte avec des jeunes filles
adolescente mineure, et peut aussi le sublimer en termes culturels, tu vois, et qu'elle-même peut mettre les pieds dans le plat sur ce plateau télé. Je crois que cette séquence-là, en tout cas, on doit pouvoir la retrouver encore aujourd'hui sur YouTube. Et elle vient nommer que ce dont ils sont en train de parler là, sur un plateau avec Pivot, je crois, à l'époque, ils sont en train de parler d'un crime, quoi, et qu'on fait pas ça à un enfant. Moi, je trouve que, en tout cas, c'est une bonne chose que là, toi, nous, entre deux bonhommes, on en parle. Ouais. Je trouve que les hommes ne s'emparent pas suffisamment de ces sujets-là. Voilà. Et je pense qu'on a à gagner aussi à ce que les hommes se sentent responsables aussi sur ces questions-là, que ce soit pas qu'une affaire de femmes. Ça, c'est le premier élément que je voulais partager. Le deuxième, peut-être un point là-dessus, c'est que le principe même de l'abus, c'est un peu le monde à l'envers. Okay. On fait passer quelque chose qui est bien, normal, c'est notre secret, c'est notre petit truc entre nous, comme quelque chose de normal, alors que ça ne l'est pas, fondamentalement. Un autre élément aussi dans l'abus, y compris relationnel, sexuel, et je peux le regarder un peu sur différents contextes. Moi, j'interviens parfois dans des organisations où il y a de l'abus relationnel. Il y a clairement des contextes d'abus. C'est qu'il y a une inversion de la polarité des responsabilités. Okay. Ceux qui sont victimes se sentent responsables, et ceux qui sont auteurs ne se sentent pas responsables. Si bien que tu as parfois très longtemps après, je peux avoir de temps en temps des personnes qui ont été incestées, abusées, qui même encore à l'âge adulte, peuvent avoir l'impression d'y avoir été un peu pour quelque chose. Ok. Tu vois. Et ce que j'appelle aussi la double peine, c'est que non seulement ils ont l'impression d'y avoir été un peu pour quelque chose, mais en plus de ça, s'ils en parlent, s'ils libèrent la parole, s'ils sortent du secret, ils vont mettre le bazar dans la famille. Bah oui. Parce que, je voudrais pas dire une bêtise sur les stats, mais 60-70% des abus sexuels se passent dans la famille ou dans l'environnement proche. Ouais. Tu fais exploser la famille, en fait. C'est ça. Le risque de porter l'opprobre et mettre le bazar dans la famille. Et donc, si tu veux, c'est ce qui aussi fait qu'il y a un couvercle qui est mis dessus et on n'en parle pas. Et en tout cas, ce qui aussi permet que l'abus, pour rejoindre un peu ta question de départ, se reproduise, parce que c'est une histoire aussi transgénérationnelle, c'est une histoire, on dit souvent, alors c'est peut-être un peu rapide de dire ça, mais 100% des abuseurs ont été abusés. Oui. Par contre, tous les abusés ne deviennent pas abuseurs. Oui. Ok, c'est vraiment important de dire ça aussi. Mais il y a une graine. Vas-y. Il va falloir qu'il travaille, c'est ça? C'est-à-dire quelqu'un qui a été abusé, il a plus de chances de devenir lui-même abuseur. C'est-à-dire qu'il doit faire un travail sur lui-même pour pas... moi, ce que j'avais entendu, c'est que, surtout quand c'est enfant, c'est comme s'il y a comme un chapeau qui est mis sur le développement de l'enfant, émotionnel, et du coup, il va associer l'attention à ce rapport qui est en fait pas naturel, et qui, du coup, il va devoir lutter avec ça plus tard, ou rien à voir. Il va effectivement construire. Enfin, je veux dire, c'est une effraction psychique et physique dans ce que tu as de plus précieux, c'est ton intimité. Donc c'est vraiment une effraction. Donc ça a des conséquences psychiques, émotionnelles, physiques qui sont parfois qui vont durer pendant des années, jusqu'à ce qu'à un moment donné, parfois le couvercle se lève et que tu sois contraint par ton corps qui te dit stop, ou ton psychisme qui te dit stop, à aller être accompagné et à faire tout un cheminement et un processus pour travailler là-dessus. Donc si tu veux, c'est vraiment l'impact en tout cas que l'on peut psychotraumatique que l'on peut retrouver. Il y a différents types d'abus, mais plus l'abus il s'est passé tôt dans l'enfance, et plus il a été répété, et plus il s'est passé avec quelqu'un proche de ton entourage, c'est-à-dire un adulte qui aurait dû te protéger, qui ne l'a pas fait, plus il y a des chances que l'abus, en fait, le souvenir s'enferme dans une boîte qui est la mémoire traumatique. Ok. Et en fait, c'est ce qui fait aussi que des années après, les personnes peuvent ne pas avoir le souvenir, mais en avoir tous les symptômes. Ah, d'accord. Ok. Pourquoi
l'abus, c'est un non-sens. Ça n'a aucun sens. Ok ? Donc, comme ça n'a pas de sens, ce que tu vis, tu l'enfermes dans une boîte et dans la mémoire traumatique. Et le psychisme est suffisamment bien fait pour que quelque part ça te protège, au fait. Parce que quand t'es gamin ou ado, tu n'as pas la maturité pour arriver à intégrer ce message qui est un message totalement paradoxal. Un adulte, ça protège un enfant, et en fait, un adulte, là, il est en train d'agresser un enfant. Même s'il fait passer ça pour de l'amour. Tu vois le paradoxe ? Oui, je vois, c'est énorme. Comment, en tant que parent, alors deux questions, en lien, en fait, ce matin, je regardais une vidéo sur Instagram, c'est un papa qui il passe un extrait de, je sais plus, c'est une émission, où le journaliste avait interviewé un des plus grands criminels sexuels américains, et il lui demandait, mais comment vous choisissez vos victimes ? Et le criminel américain dit, je repère des enfants où le père n'est pas intimidant, où il y avait ou absent, ou alors que, en gros, c'est pas une menace, quoi. Alors lui, il s'en servait un peu pour dire, messieurs, travaillez votre testo, quoi. J'avais jamais entendu ça. Et c'est ce qui lui permet aussi, un père peut-être pas intimidant, etc., ça lui permet à lui aussi de venir s'infiltrer dans une relation peut-être qui n'est pas totalement au bon niveau entre un père et son enfant, et de venir prendre une place pour lui permettre d'aller jusqu'au bout de son... C'est ça. Tu vois. Et du coup, moi, ça m'a énormément interpellé en me disant, waouh, la responsabilité. Ouais. Et donc aussi, d'où ma première question, c'est comment on prévient ça en tant que père, tu vois. Quels sont, parce qu'on pourra pas, le risque zéro n'existe pas. Mais comment on peut prévenir ça? Il y a des, moi, je sais pas, est-ce qu'il y a des techniques, des choses à éviter? Deux choses. Deux choses. Je pense que c'est quand tu as conscience que ça existe et que ça peut arriver, et que tu n'es pas dans le déni, quels que soient les adultes que tu... je veux dire, tu gardes... Tu es le protecteur aussi de tes enfants et de ta famille. Ouais. Tu vois, tu gardes le jardin, quoi. Ouais. Et je pense que ça, c'est important que chaque père et chaque mère ait ça en tête, en conscience aussi, que aussi c'est notre rôle à nous, d'adultes, de protéger ça. Mais y compris les enfants qui nous sont confiés parfois, quand j'ai des amis ou les potes de mes gamins qui viennent à la maison, okay, que je sois attentif à ça. Évidemment que je pourrais te dire, et beaucoup d'éducateurs, de pédagogues, etc., pour te dire que le dialogue, l'échange autour avec des mots d'enfant est nécessaire, et que c'est une chose qui peut être possible, mais que c'est important de pouvoir donner aussi à l'enfant le message que personne n'a le droit de toucher à ton corps, à ton intimité, sans que tu y sois d'abord d'accord, et puis deuxièmement, un adulte ne touche pas au corps d'un enfant, point à la ligne, et même un grand, même un grand ado, etc., même, voilà, ça c'est le premier élément, et de vraiment pouvoir partager ces messages-là. Mais bien plus, et je crois que ce qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus intéressant, c'est comment aussi, dans la famille, on va ajuster les frontières. Okay. Je m'explique. Les frontières, c'est la dimension de la sexualité des adultes et celle des enfants. Comment on va être attentif dans une famille à ajuster la frontière, la limite entre ce qui appartient à la dimension de la sexualité des adultes et celle des enfants. Les écrans, les portes fermées, à la maison, la nudité. Est-ce que je toque à la porte avant d'entrer ou pas? À quel moment aussi tu vas te laver tout seul, et du coup c'est plus moi qui vais te laver. La relation entre le papa et puis lorsqu'il y a les deux parents qui sont présents, en tout cas, de pouvoir aussi jouer sur les deux niveaux, parce qu'évidemment toi tu vas pas avoir la même relation avec tes fils que ta femme avec tes fils, et inversement pour tes filles aussi, tu vois. Donc il y a forcément toujours quelque chose qui va devoir s'ajuster dans les frontières qu'on va mettre et le respect qu'on va avoir dans la maison, dans la famille, avec toutes ces dimensions là. Et c'est là où ils vont beaucoup plus apprendre, les enfants, en nous voyant faire, nous voyant nous comporter sur cette dimension-là, que réellement de tout ce que tu pourras leur raconter, même si tout ce que tu vas leur dire va être utile. Tu veux dire que tout ça va c'est comme si des précautions qui vont développer avec le temps. Exactement. Parce que à la maison, on faisait comme ça. C'est-à-dire qu'on toquait à la porte avant d'entrer.
À un moment donné, c'est plus papa qui est venu me laver et me nettoyer. Ok. À un moment donné, je l'ai fait tout seul. Et avant, je vais vérifier, je toque à la porte. Est-ce que je peux rentrer, etc. Et là, du coup, il y a une espèce de respect de l'intimité de l'autre et du corps de l'autre qui commence à s'installer petit à petit. Tu veux dire qu'après, dans d'autres, si justement quelqu'un est amené à avoir des mauvaises intentions, comme l'enfant, il protège son intimité, comment dire, il met moins de tentation ou... Il va intégrer lui-même, si tu veux, qu'il y a quelque chose qui est normal et qui ne l'est pas. D'accord. Il va y avoir une limite, tu vois, qui va être intégrée. C'est-à-dire, il va y avoir une frontière. Quand papa et maman, ils sont, ils ont leur vie à eux, leur intimité. On ferme la porte, on est dans notre coin, et ça vous concerne pas. Ouais, je vois. Je crois qu'aussi l'autre défi par rapport à ça, c'est de pas être, pas le mot naïf mais moi le nombre de fois où j'ai des amis à la maison ou quoi, et en fait c'est pas parce que c'est un très très bon ami. Bah oui. Que je suis pas ultra vigilant, voire même plus en fait. Tu vois, genre je me souviens une fois j'ai un ami à la maison, puis d'un coup je le vois plus et je vois plus les enfants. Je les cherche. Tu vois, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, moi je pense d'avoir été autant confronté dans mon travail à ce type de situation, peut-être que j'étais moins attentif aussi à ces questions-là. Je sais que je suis vachement plus vigilant aujourd'hui quand je vais chez des potes et que du coup il y a des enfants qui sont là, etc. Je n'irai jamais, je ne le fais plus, là où avant peut-être je me posais moins la question, d'aller dans leur chambre et tu vois, sans que les parents soient OK pour que j'y aille, et en général porte ouverte, tu vois. Moi j'ai travaillé avec des ados en difficulté quand j'étais éducateur. Une des premières précautions que j'avais systématiquement, c'était de ne jamais m'enfermer dans une pièce tout seul avec une adolescente. Hors de question. Je laissais la porte ouverte, ou je trouvais quelqu'un autour pour essayer d'être dans les parages, tu vois. D'être hyper attentif à ces questions-là. De pas être naïf, quoi. Je crois que c'est aussi parfois cette illusion que il peut rien se passer. Mais non. Même moi je pense qu'il y a aussi un malaise derrière de la confrontation, c'est-à-dire que, alors moi j'avais entendu deux choses, et un c'est être attentif aux adultes qui veulent être trop proches des enfants. Alors parfois ça vient d'un bon sentiment, tu vois, c'est genre ils aiment les enfants, c'est très cool et tout, mais du coup toujours être attentif, ceux qui sont aussi très physiques câlins, ça veut pas dire qu'il y a quoi que ce soit, mais ça veut juste dire de garder son attention. Et je pense que le plus compliqué, c'est la dimension de poser des limites à des gens qui sont proches et qui, eux, comprennent qu'on est en train de mettre une limite sur ce sujet. Moi, je me souviens, étant enfant, d'une scène qui, tu vois, là, en parlant, elle m'est remontée. Des invités à la maison, c'est l'heure d'aller se coucher, nous, on va se coucher. Et le monsieur, je sais même plus qui c'était, dit « Ah, je vais leur faire un bisou ». Mon père dit « Non, tu montes pas ». Si, mais je vais juste leur faire un petit bisou, c'est l'heure d'aller se coucher, c'est mignon, je les vois pas. Mon père dit « Non, tu montes pas ». Et je me souviens d'être en haut, d'entendre le clash qui est en train de se jouer en bas, et en même temps de me sentir protégé par mon père, mais pas comprendre ce qui se passait. Il veut juste faire un bisou, tu vois. Et j'ose imaginer la difficulté t'es en train de dire, en gros, s'il faut, il avait pas de mauvaise intention, en fait. Mais t'es en train de dire, peut-être. Et c'est mon rôle. Et je pense que c'est ça le plus dur. C'est que t'as un tonton, t'as un cousin, et là tu dis non, c'est bon, tu la changes pas, c'est moi qui fais. Mais attends, c'est bon. Oui, je suis désolé. Et tu vois, c'est ce qui est effectivement et en tout cas absolument, je pense, nécessaire aujourd'hui, d'être vraiment attentif à ça. En tout cas, parce qu'une des particularités et des principes même de l'abus, quel qu'il soit, c'est qu'il y a une dimension d'impensé. T'es pris dans une situation et tu t'en aperçois pas. C'est-à-dire que quand t'es pris dans l'abus, comme je te dis, il y a une inversion de la responsabilité. Au final, tu t'es pris dedans et en fait, tu vois pas que t'es pris dedans. Et ça, à chaque fois que je rencontre des personnes qui sont pris dans des contextes d'abus, que ce soit des abus relationnels, des abus sexuels dans la famille, des abus spirituels aussi, etc., il y a un impensé. Il y a quelque chose qui est pas possible de regarder la situation. Un jour, j'ai dit à un père, mais est-ce que du coup, tu as porté plainte par rapport à ce qui s'est passé avec ta fille ? Et le gars me répond, il me regarde, éberlué, il m'a dit, mais qu'est-ce qui fait que même pas j'y ai pensé ?
Tu vois, c'est la puissance de l'impensé dans la c'est la tétanie en fait un peu. C'est la sidération. Et c'est pour ça que aussi et le pire, tu vois, c'est que ça se transmet dans les relations. C'est-à-dire que c'est un truc qui se diffuse comme une espèce d'onde comme ça qui se balade dans les relations familiales. Le nombre de fois où j'ai entendu des histoires comme ça, où en fait t'as le beau-père ou quoi qui abuse d'un des enfants, et en fait tout le monde le sait mais le sait pas. Oui. C'est-à-dire qu'en fait normalement il est pas censé y aller à 23h et aller dormir avec la petite. Enfin, et c'est là où il y a, et c'est dans les contextes de situations d'abus sexuels, il y a les auteurs. Et puis, il y a les témoins. Les témoins passifs. Et eux, c'est le plus dur pour eux parce qu'en fait, d'une certaine manière, ils sont là, ils veulent pas le voir. Comme tu dis, si le cerveau, il peut décider de pas le voir. Ouais. Et puis après, un moment où ça devient trop flagrant, il faut un courage de fou parce qu'en fait, il y a tout qui explose. Et souvent, ce que je remarque aussi, c'est que les victimes sont parfois plus en colère après la maman qui n'a pas protégé des abus du tonton ou du papa, etc., que réellement par rapport à l'auteur lui-même. Ouais. Quels sont les signes à observer ça, c'est une de mes grandes peurs vis-à-vis de mes enfants, où à des moments, je perds mon bon sens. Ils reviennent et je vois des changements de comportement. Et soit je me dis, je sais pas, il y a eu du racket à l'école ou il y a une situation. Mais c'est quoi les signes à identifier où tu dis tiens là il y a un truc, il s'est passé quelque chose, parce que généralement l'enfant, j'imagine que il va pas sauter aux parents, enfin peut-être certains, mais le dire, il va le garder à l'intérieur, mais ça va changer quand même dans ses comportements. Je pense que dans ta question il y a la réponse, c'est-à-dire qu'il y a c'est à quel moment tu vas observer un changement de comportement assez radical et brutal de ton gamin qui va soit s'enfermer sur lui-même et du coup va plus du tout s'exprimer comme avant, va avoir une espèce de tristesse très intense qui fait que il va se réfugier dans sa chambre, il va avoir peur de tout, etc. Soit il va avoir des états d'anxiété tels qu'il y a des moments où il va se dissocier. Se dissocier, il va avoir un comportement, si tu veux, une crise qui va faire qu'il va se couper entre la tête et le reste du corps et du cœur, tu vois. Et il va se couper émotionnellement, etc. Soit il va y avoir des comportements d'automutilation aussi, ou d'autopunition. Ce que tu rencontres assez fréquemment, même avec des jeunes qui vivent du harcèlement. Parce que le harcèlement est un contexte d'abus. Oui. Donc ce sont des éléments que tu retrouves assez... Les scarifications, les comportements, tous les comportements un peu autopunitifs. Et comment tu réagis quand il se passe ça, en fait parce que là, si tu vas pas dire à ton enfant, à part si... Peut-être, mais... Bon, alors, il s'est passé quoi? Il y a eu un abus. En fait, je sais pas, l'enfant, peut-être qu'il... Je sais pas quoi dire. C'est soit de tenter de mettre des mots aussi là-dessus. Tu vois, je pourrais me demander si t'as pas vécu quelque chose ou si tu vis pas quelque chose en ce moment qui est pas évident, que t'as du mal à m'en parler, mais tu peux aussi me l'écrire, tu peux me le dessiner. Voilà. Et puis si tu veux en parler à quelqu'un d'autre que moi, parce que je suis ton papa ou je suis ta maman, c'est ok. C'est possible aussi que tu en parles à l'extérieur de la maison, peut-être, soit avec un professionnel, soit avec quelqu'un avec qui, parce que c'est pas évident de pouvoir en tant qu'enfant parler à son parent et avoir peur de lui faire de la peine. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles l'enfant va avoir du mal à parler, c'est qu'il veut pas mettre le bazar dans sa famille, mais aussi faire de la peine à son parent. Parce qu'il se sent coupable, l'enfant, aussi, dans ces moments-là. Et est-ce que quelqu'un d'extérieur ou plutôt quelqu'un de confiance l'enfant, peu importe, c'est l'enfant qui va décider. Okay. C'est l'enfant qui, à partir du moment où toi, en tant que parent, tu vas lui laisser la liberté de choix. Et ça va pas être un problème qu'il aille en parler en dehors de la maison, parce que tu vas pas te sentir trahi. Tu vois, ou l'impression que qu'est-ce qui fait que c'est pas moi qui le dis, il devrait pouvoir me le dire, et là tu vas commencer à lui mettre la pression. Oui, je vois. Oui, il faut lui donner la liberté. Ok. Eh bien, on finit sur un sujet... Sur une note légère pas évident, mais en tout cas... Mais vrai sujet sur lequel... C'était important, parce que je crois qu'en tant que père, on a une grande responsabilité. Et comme tu le dis, en fait, ça a toujours été là. Le problème... oui, malheureusement. Et donc, essayons de protéger notre royaume, protéger les enfants. Et puis après, si c'est arrivé, ça fait partie des choses qui ont des conséquences incroyable sur nos vies. Donc en fait, réussir à traverser ça, c'est se libérer d'un énorme poids, comme tu dis.
en fait, la personne qui a été abusée n'est pas responsable de... Ouais, et puis pour terminer sur une note aussi, non pas parce qu'il faut absolument terminer sur une note positive, mais parce que je crois aussi que rien n'est jamais définitif et que ce que tu as vécu ne te condamne pas. Ouais. Alors, on n'est pas responsable de ce qu'on a vécu, après on est responsable de ce qu'on en fait, quoi. Et je crois vraiment, et pour accompagner pas mal de victimes, il y a des possibilités aussi de pouvoir le traverser, le métaboliser, c'est-à-dire vraiment le transformer aussi, et évoluer. C'est pas quelque chose qui est définitif dans ta vie. Et ouais. Merci Samuel. Avec plaisir. Chers parents entrepreneurs, tu n'as pas besoin de nouvelles routines ni de la dernière stratégie IA ou le hack de développement personnel pour développer ton entreprise et tenir bon. Ce que tu as besoin, c'est de principes solides qui vont t'aider à tenir dans le temps. Je te promets pas de faire des millions, je te promets pas le petit hack qui va tout révolutionner. Moi, ce que je te propose, c'est des principes solides qui vont t'aider à tenir dans le temps. Si tu es parent, tes enfants, tu sais que tu rentres dans une nouvelle dimension temporelle. Tu es parti pour un long moment. Et ce que tu veux, c'est une entreprise solide qui va t'aider à construire dans le temps, te donner de la liberté, mais aussi bâtir un héritage pour tes enfants. Et c'est ce que je te propose dans cette formation, les 12 principes pour t'aider à apaiser ton esprit dans les moments de difficulté, dans les tensions de la vie de famille, pour tenir bon dans la durée. Je m'appelle David Bonhomme, ça fait plus de 17 ans que je suis entrepreneur. J'ai monté 2 sociétés. Une, on est passé de 160 € à 4,7 millions. L'autre de 0 à plus de 2 millions. J'ai pu, dans des périodes de pic, gérer plus de 60 salariés. Ça fait plus de 15 ans que je suis marié avec Hélène. 4 enfants, des jumeaux et des gars et des filles. Et ce qui m'a aidé à tenir, ce sont des principes solides que j'ai appris d'entrepreneurs qui ont fait des belles carrières ou des millions, par certains des milliards, et qui ont réussi à tenir dans la durée. Et pour moi, ce qui m'intéresse, ce sont leur parcours professionnel, leur parcours personnel et familial. Et je suis allé rencontrer ces gens-là et j'ai adopté leurs principes. J'ai transformé leurs leçons expérience en principes que je te partage là pour t'inscrire dans la durée, avoir une entreprise solide au service de ta famille avec des relations fortes qui vont tenir dans le temps. Je te laisse découvrir ça.